Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce 3e épisode du Studio 7. Un épisode sur le thème des histoires vraies, des films tirés de faits réels. Alors pour l'occasion, moi je suis sur mon trône évidemment parce que à l'occasion l'issue des 2 premiers films, c'est un peu de victoire pour ma part. Donc assis sur un trône pour présenter cet épisode. Ça fait vraiment sans plus. Et je trouve il fait vraiment un peu trop le malin quand même. Écoute, voilà, il faut profiter tant que j'ai briqué un peu les autres, que je mets de longueur d'avance, j'en profite un peu. Donc voilà, petit épisode sur un nouveau thème, mais toujours avec la même équipe. Pauline, salut, comment tu vas ? Salut, ça va, je suis un peu fatiguée, j'ai fait plein de trucs ces derniers temps. Vous verrez bientôt sur les réseaux de l'assaut, je pense. Super 7. Ouais. Et puis je trouve quand même que t'as de la chance que Frigo il soit pas de mauvaise foi, parce que à sa place j'aurais envie de pas voter pour ton film juste pour te faire chier. Après, si tu choisissais des meilleurs films. Vous êtes pas drôle. Et du coup, c'est quoi ton Twitter, Pauline ? Mon Twitter c'est @polynôme avec un tiré du 8 à la fin. Et Instagram Pauline-8 Janon, J-A-2-N-O-N. Et Letterboxd, Melvin Udall, comme le personnage de Jack Nicholson dans Pour le pire et pour le meilleur. C'est magnifique. Salut Louis. Salut. Comment tu vas ? Ça va bien, un peu fatigué aussi. Un peu déçu d'avoir perdu quand même avec mon superbe film Judo. Ouais, ça se joue à pas grand chose, c'était compliqué. Ouais. C'était mais après, compliqué. Il y avait Shaolin Soccer en face, ouais, je peux comprendre. Tu l'as dit toi-même dans l'épisode. C'est vrai, c'est vrai, je l'ai dit. C'était un peu facile de ma part, j'avoue. Mais bon. C'est comme ça. Tu veux donner tes réseaux, Louis ? Ouais, alors mes réseaux, c'est @loulou-8macduck sur Twitter et Instagram et Letterboxd, tout simplement. C'est magnifique. Et puis notre juge national. Bonsoir. La légende. Bonsoir. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va bien. Parce que personne te demande comment tu vas quand même. Écoute, du haut de mes 2 victoires, ça va plutôt très bien. Excuse-nous. Écoute, tes réseaux ? Ouais, Oh non, purée, pas tes réseaux. Et si mes réseaux, on y passera à chaque fois. C'est long. Du coup, @frigobits sur Twitter avec un S à bits. Et le Instagram, c'est AL, tout en minuscule, AL-8 ou underscore sim, S-I-I-M. Voilà. C'est plus rapide que d'habitude. Ouais, bientôt ça va carburer. Et puis moi-même. Évidemment. Oui, et toi, DK, du haut de tes 2 victoires. Tes réseaux. On sait déjà si tu vas bien, t'inquiète. Ouais, c'est vrai. Mes réseaux, c'est DK24_ sur Twitter et DK24_ sur Letterboxd. Ça y est, t'as retrouvé ? Ouais, j'ai vérifié. Mais maintenant que je le dis, j'ai un doute. Je crois que c'est ça. Mais donc voilà, si vous voulez me retrouver sur Letterboxd. Je vais profiter pour donner vite fait les réseaux du podcast. Carrément. Fais-toi plaisir. Ça va être rapide, c'est Studio 7 Pod sur Insta et Twitter et Studio 7, sans espace entre Studio et 7 d'ailleurs, parce que sinon c'est plus compliqué à le trouver, sur Letterboxd. Sur Letterboxd, vous pouvez retrouver les listes qu'on fait après chaque épisode. Donc sur Twitter et Insta, on vous demande de participer pour proposer vos films sur les thèmes. Donc évidemment, il ne faut pas hésiter, c'est toujours cool de pouvoir partager ça. Il y a pas mal de choses qui se passent sur les réseaux, donc des sondages aussi pour avoir votre avis. Donc n'hésitez pas à passer sur les réseaux, à nous suivre. Et petite demande qu'on va vous faire cette fois-ci, si vous nous écoutez depuis Spotify ou je crois Apple Music, n'hésitez pas à nous mettre une petite note, ça fait toujours plaisir et c'est pas mal pour le référencement. Une bonne note juste, parce qu'il a pas dit, mais... Gardez vos mauvaises notes là. Mais si vous aimez bien, mettez une bonne note quoi. Et écoutez, je pense qu'on est parti, on a un peu tout dit, c'était long mais important. Et donc, alors le thème du jour, histoire vraie. Ouais. Qui veut commencer à dire des choses sur ce thème, sur ce sujet ? Moi je veux bien. Vas-y. Les films tirés d'histoires vraies, c'est un truc qui généralement marche plutôt bien auprès du public, je trouve. Et souvent il y a même le petit carton au début, ce film est inspiré d'une histoire vraie. Et c'est quelque chose qui ressort dans les... Je sais pas si on peut appeler ça des critiques, mais dans les discussions en tout cas... avec des gens cinéphiles ou non, en plus c'est inspiré d'une histoire vraie et du coup les gens ils ont tendance à aller faire des recherches sur l'histoire en question. Ça peut apporter des connaissances en plus en fait sur des éléments qu'on serait pas forcément allé chercher sinon.
Et du coup, je pense qu'on trouvait tout ça intéressant de vous trouver des petits films qui peut-être vont vous donner envie de vous renseigner sur d'autres choses, que ce soit historique, culturel, social, ouais, voilà, plein de choses comme ça. C'est souvent les films qui marchent le plus au box-office. Enfin, inspirés d'histoires vraies, c'est quand même des gros films qui marchent beaucoup. Souvent avec des têtes d'affiche et des bons castings aussi. Donc, il y a beaucoup de communication qui est fait sur ça, en mode inspiré de l'histoire vraie, de machin. Il y a les biopics, évidemment, qui rentrent dans ça, ou qui, pareil, c'est des choses qui marchent pas mal, qui sont souvent très récompensées, les performances d'acteurs qui incarnent une figure qu'on connaît tous. c'est un peu ça, c'est un peu les films à Oscar, quelque part. Ouais. Récemment, il y a eu Elvis, où tout le monde loue la performance d'Austin Butler. Mais c'est évidemment le seul qu'on citera qui est sorti cette année. De biopic. Pourquoi ? Parce que l'autre est abominable. Enfin, c'est pas vraiment un biopic. Ah oui, bien sûr. Tu vois de quoi je parle, mais Je vois de quoi tu parles. Attends, j'ai pas la ref. Le B-word. Oui, celui sur Marilyn Monroe. Qui est pas vraiment un biopic, mais quand même un peu. Oui, je vois. Et d'ailleurs, c'est amusant de voir. Du coup, je rebondis sur ça, même si on sait ce que tu penses du film. Mais la manière dont certains réalisateurs, auteurs, parfois jouent du genre du biopic pour proposer quelque chose en fait, qui ne s'intéresse pas tant à la personne que ça, ou qui va proposer des choses un peu fausses, et du coup, il faut un peu débrouiller les pistes. Par exemple, je pense à Amadeus de Milos Forman, qui est un faux biopic sur Mozart, et où en fait, il raconte plein de choses qui sont fausses, mais parce que lui, ce qui l'intéressait finalement, c'était pas de raconter la vie de Mozart et de faire un reportage, quoi. Du coup, et d'ailleurs, Milos Forman, il a fait un autre biopic Larry Flint. Je pensais pas à celui-là, je pensais à Man on the Moon. Ah oui. Meilleur rôle de Jim Carrey ever. Et il est pareil, il tord un peu le biopic pour en faire un spectacle à l'aude de Andy Kaufman, et Jim Carrey est vraiment ouais, c'est vrai. Très bon. Du coup, moi, ça m'amène à une question que je voulais poser concernant un peu ces films qui sont tirés d'histoires vraies. C'est quoi votre position par rapport à, en gros, si on avait un curseur entre raconter fidèlement l'histoire et prendre des libertés. Je sais que par exemple, on avait fait l'épisode sur Robert Eggers. N'hésitez pas à aller écouter. Où je crois que dedans, Robert Eggers, alors je crois que lui, sa take sur le truc, c'était que il fallait quand même que ça soit assez fidèle, si je dis pas de bêtises, mais je sais qu'il y a d'autres réalisateurs qui utilisent ça et qui, après, voilà, comme on disait, font des trucs qui ont complètement rien à voir. Enfin, pour citer un biopic, bon, pas de grande qualité, mais Bohemian Rhapsody, il semblerait que ça soit tout assez n'importe quoi. Enfin, tout ce qui est dit. Après, c'est pas pour les mêmes raisons. Fidèle. Ouais. Après, j'ai entendu tout et son contraire par rapport à ce film. Ouais, j'ai autant entendu que c'était totalement fidèle. Ouais, j'ai entendu vraiment. En fait, Bohemian Rhapsody, il est produit en partie par Brian May, je crois, c'est son nom, le guitariste. Et en fait, ils se sont attachés à garder une belle image de Freddie Mercury et du coup à volontairement omettre des choses qui ont pu se passer moins belles, moins pour le grand public cinéma, quoi. Et du coup, pour le coup, c'est une raison que je trouve pas forcément hyper honnête de tordre la vérité. Par contre, parfois, quand c'est dans un but artistique, en fait, moi, ce qui m'importe, c'est que le film soit bon. En l'occurrence, Bohemian Rhapsody, c'est pas très bon, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, mais du coup, est-ce que ça pose pas un souci, des fois, d'avoir, par exemple, tu sais, le carton tiré d'une histoire vraie au début, et de présenter un truc qui... Après, il y a des nuances, parfois c'est librement adapté de faits réels. Et pour moi, ce carton-là, c'est plus une invitation au spectateur d'aller aussi, de lui-même, aller se renseigner après le film. Ouais, moi, c'est très bien que... Le vrai du faux, oui, bien sûr. Mais moi, c'est ce que je fais énormément. C'est essayer je fais un vrai travail de recherche après pour essayer même d'enquête, pour essayer de dénicher ce qui est vrai, ce qui est pas vrai et tout. Et moi, c'est ça qui m'intéresse le plus. Et au final... heureusement que ces films-là existent, que tout soit véridique ou pas. Heureusement que ces films-là existent, parce que du coup, moi, j'ai construit aussi mes connaissances là-dessus, mes savoirs là-dessus, parce que j'ai vu tel film sur Nelson Mandela. Très bien, j'allais me renseigner sur Nelson Mandela, et du coup, voilà, par exemple. Il y a aussi des films qui peuvent du coup propager des idées fausses complètement sur des... Oui, donc et ça, c'est plus grave. C'est quand même un truc qui est assez touchy, je trouve. Ça, c'est un peu plus grave. Et pour moi, ça dessert le film. Quand tu te renseignes et que tu vois que le film est part complètement à l'inverse de ce qu'il devait raconter à la base, c'est pas bien. Et c'est vrai que du coup, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, moi je trouve que Amadeus c'est un immense film, mais il y a énormément de gens qui pensent que c'est un vrai biopic sur Mozart et que du coup il y avait cette vraie rivalité avec Salieri
où ils étaient hyper ennemis et tout, alors que pas du tout. Et c'est vrai que ça peut être un peu frustrant, je pense, de voir, parce que en fait, flemme d'aller corriger les gens à chaque fois. Non, c'est pas un vrai biopic. Voilà, tu vois, c'est pas voilà. Mais je pense que quand l'intention de l'artiste reste honnête, ça se voit, je trouve. Ouais. Oui. Bah, pour reprendre l'exemple de Milos Forman, hein. Que ce soit Amadeus ou Man on the Moon, il a pris ses libertés, mais ça reste honnête, ça reste cinématographiquement excellent, et du coup, voilà quoi. Ouais, mais du coup, je trouve que c'est vraiment le problème de cet encart qui veut en fait tout et rien dire, quoi. C'est ça. C'est-à-dire C'est vrai. qu'à quel moment on peut dire que c'est inspiré de faits réels? C'est-à-dire, et à quel moment, enfin, finalement, ça peut utiliser quasiment tout le temps, en fait. Bah, Ouais, c'est- c'est justement peut les pas pour frères Avatar, Cohen. mais- Les frères Cohen en jouent énormément avec Fargo. Ouais. Fargo. D'ailleurs, si vous avez rien à dire de plus, on va passer à une mini rubrique que j'aimerais faire après. J'ai rien à dire, donc. C'est on a tout C'est bon. tout va. Oui, c'est bon. Du coup, j'aimerais juste qu'on cite les films qui n'ont pas été retenus pour cet épisode. Ça va être très rapide, mais est-ce que vous avez des films que vous avez failli prendre et finalement vous n'avez pas pris? Moi j'en ai un. Et alors, J'ai hésité avec La Favorite de Yorgos Lanthimos. Ok. Et alors j'avoue, je l'ai pris parce que je sais que Frigo aime bien Yorgos Lanthimos, le réalisateur de The Lobster. Ok. Et je l'ai pas pris parce que justement le côté historique, le côté inspiré d'une histoire vraie me posait problème. Un, j'étais pas assez calé historiquement en parlant sur cette période de l'histoire de l'Angleterre. Et de deux, il s'inspire de quelque chose de vrai, mais qui a des sources douteuses, ou alors qu'il a beaucoup trop extrapolé et tout. Donc je me suis dit, ça risque de me desservir. Je vais changer de film et en prendre un autre. En plus, ce film, je voulais le voir, parce que je me souviens, on devait aller le voir ensemble au cinéma, DK. Ah ouais? Alors, je sais plus. T'es Il me sûr semble de que ça? c'était avec toi. Et Je crois pas. Bon, bah, c'était. Tu me fais Je des savais qui infidélités. c'est, du coup. Ah Et oui. cette personne y allait sans moi. Et j'étais vraiment très déçu. Parce que je voulais vraiment voir le film, pour le coup. Moi, je t'aurais Le pas fait ça. pauvre. Je serais là avec toi, faut le savoir. Mais Mhm. bah oui. Toi, Pauline, t'as un film que t'as hésité? Ouais, il y en a deux même. Bon, déjà, on va en reparler après, mais à la base, je voulais prendre le même film que Louis. Au final, j'ai trouvé autre chose qui est très bien et que je vous présenterai tout à l'heure. Mais il y avait quand même deux films sur lesquels j'avais hésité. Le premier, c'est Marie-Antoinette de Sofia Coppola. Je l'avais vu, donc c'est pas grave. Ah, tu l'avais vu? Ouais. Ok, bah très bien. Tu Je l'as l'ai aimé pas aimé en plus. Non. Putain, je suis Ouais, vraiment. t'as un Non, troisième échec. après, je l'ai pas pris du coup. Donc Oui, bah, peut-être oui, c'est que. vrai. Et d'ailleurs, parce que une des raisons, c'est que je pensais que peut-être c'était pas trop ton style. Mais en plus de ça, c'est un peu pareil que ce que Louis a dit sur La Favorite. C'est un film qui tord beaucoup la réalité, qui joue Marvel, ça. de. Thor. Ouais. C'est Marvel. Oh là là. Non, c'est un film qui joue beaucoup d'anachronismes, de choses, et bon, au final, la partie historique, ça aurait pas forcément été le plus intéressant. Et après, un autre film sur lequel j'ai hésité, c'est un film que j'ai vu récemment qui s'appelle Zombie Child de Bertrand Bonello, où en fait, c'est une fiction, mais où il raconte l'histoire des zombies en fait à Haïti. Les vrais zombies entre guillemets, où en fait c'est des personnes à Haïti qui sont enterrés vivants. En fait, du coup, on fait croire qu'ils sont morts, et ensuite ils sont déterrés dans la nuit, ils sont drogués et ils sont exploités dans des champs, enfin Plantations. des plantations, voilà. Une bonne ambiance. Et en fait, il raconte cette histoire en parallèle de trucs un peu vaudous avec une fille qui est petite fille d'un zombie qui s'en est sortie en fait et qui a pu raconter son histoire. Et je trouvais que c'était un point de l'histoire qui était assez intéressant, assez méconnu et voilà. Mais je l'ai pas choisi parce que je trouve quand même qu'il y a des petits problèmes de rythme dans le film. J'aurais pas réussi à le vendre 100% honnêtement parce que c'est pas forcément un film que je trouve non plus remarquable. Donc c'est pour ça que je l'ai pas choisi, mais je trouvais que c'était un film intéressant à citer. Et du coup, bah merci en vrai Ouais, je pense que d'avoir c'est- fait cette petite rubrique. Ouais, Je c'est trouve- cool, puis ça donne d'autres idées. C'est ça aux donne des auditeurs, pistes. donc, Et toi, Deka, t'as hésité avec un autre film? Ouais, bah, du coup, Fargo, que j'ai hésité à prendre. Après, ça aurait été un peu compliqué parce que c'est pas vraiment un film qui tire d'une histoire vraie, c'est justement il en joue. Mais ça aurait été intéressant d'en discuter, mais pour le coup, du coup, je l'ai pas pris. Dog Day Afternoon, un après-midi de chien,
de Sidney Lumet, que avec j'ai Al vu, Pacino. que j'ai vu au Festival de Lumière, c'était incroyable. Ouais, c'est vraiment cool. Ça reprend l'histoire d'un braquage. Je sais plus dans quelle ville, mais aux États-Unis, quoi. Qui se transforme en prise d'otage, etc. Enfin, c'est une histoire vraie. C'est assez intéressant, quoi. Et puis Al Pacino. Alors, j'ai pas vu énormément de films de Pacino, mais de ce que j'ai entendu, c'est un de ses meilleurs rôles. Il est vraiment je crois que c'est exceptionnel vraiment son dedans. meilleur rôle pour moi. Voilà. Donc Pacino, c'est toujours cool, quoi. Il y avait La Corde, donc en anglais Rope, de Hitchcock. Ouais. C'est inspiré d'une histoire vraie. Bah, t'as pas lu mon thread sur Twitter? En entier. Ah, bah bravo. Il a dû passer à travers, je pense. Ouais, je pense. Non, mais oui, c'est inspiré du coup d'un fait divers de deux étudiants qui ont tué un gosse de 14 ans. Donc ouais, c'est inspiré de ça. Bonne ambiance. Ouais, très bonne De toute ambiance, façon, ouais. c'est souvent bonne ambiance, hein, les histoires. Bah, les gens sont quand même attirés par le morbide, faut dire. Oui, hein. c'est vrai. Après, en général, les histoires vraies, quand même, tu relis beaucoup à des faits très sombres, Bah, au final. Ouais, c'est vrai que c'est souvent. Ouais. Enfin, je me souviens, j'ai plus le nom du film qu'on est allé voir tous les deux, où c'était genre un agent de sécurité qui pensait être genre le policier ultime. Il avait déjoué un attentat lors d'un événement. dans une C'est ville. le film de Clint Eastwood, là. Et honnêtement, je me souviens plus. Ah, Sur Richard le- Jewell. Mais c'est Oui, pas avec sur moi que tu l'as vu. l'attentat Hein d'Atlanta. C'est pas avec moi que tu l'as vu. Hein. Eh J'ai lu bah, à dis Paris. donc. Oui, Frigo c'est voit énormément des films d'activités sur qu'il a fait là. Excuse-moi. Bon, bah, Ouais, c'est pas deux grave. fois de suite, mais c'est pas grave. Ouais, bah, c'est pas grave. Mais oui. Ok. Ouais, je crois l'avoir vu à Paris, donc non. Ok, C'était ok. pas avec moi. Et après, il y avait The Social Network, qui est quand même Ah oui. Ouais. un bon film. Je sais pas si tu Oui, connais Frigo. Pas du tout. C'est le film sur Facebook. Ah ouais, non, pas du tout. Ah ouais. Mark Bah, voilà. Zuckerberg. Ouais, sur la création de Facebook. Ok, C'est ça. ok. Non, je connais C'est pas un du film tout. de David Fincher. Donc, C'est vraiment très très bien, c'est un de ses meilleurs films. ouais. Ok. Son meilleur film, peut-être même. Je mets Zodiac devant, mais d'ailleurs, Ah ouais, il y a Zodiac. Et qui Zodiac est aussi. aussi inspiré de faits réels. Mais souvent, il prend Sur Spotlight, le- c'est lui aussi, non? Non, Non. c'est pas lui. Ok, bah, C'est, je dis n'importe quoi. Sur le bravo. tueur du Zodiac. Ouais, ok. Ouais. Ok. Ok. Et il y avait Rocketman aussi, en biopic. Que J'ai je hésité trouve quand aussi, même super tiens. cool, qui parle de Elton John. Mm. Je sais pas si tu l'as vu, Pauline. Ouais, je l'ai vu. T'as C'est aimé Non, si, je trouve Ok, ça parce très que bien. Je te voyais. Tout ce qu'aurait dû Pas très être Bohemian enjoué. Rhapsody, d'ailleurs. Exactement. Ouais, voilà. Et puis un autre film, mais ça je choisirai sûrement dans un épisode prochain, donc je ne vous en parle pas pour le moment. Très bien, Donc très voilà, bien. c'était ma petite présélection et on a fini avec du coup le film dont on parlera plus tard. Ok. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Non, j'allais Non, dire on a fait du le- coup, Eh ben, on et va en si parler on passait maintenant. au film qu'on a choisi, ouais. Et bah du coup, premier round. Écoute, Frigo, qu'est-ce que tu vas écouter en premier? Allez, Pauline. Ok. Là, ok, je vais essayer de me rattraper de ce que je t'ai infligé du coup au podcast précédent. Ça va, c'était un film assez court tout de même. Alors, j'ai choisi un film qui est sorti cette année, qui s'appelle Bruno Redal, Ah, ok. Confession d'un meurtrier, de Vincent Leport. Il est sorti cette année, mais il est dispo sur Canal+, donc voilà, je me suis permise de le choisir. Je pense qu'au passage, ça fait une belle découverte de cinéma français de cette année. C'est un film qui raconte l'histoire d'un jeune séminariste de 17 ans. Et le retour du Et séminariste. le retour. Ouais, Après je me suis Villa. dit, Deka, il a gagné avec un séminariste. Mais est-ce qu'il y Peut-être a que du- c'est ma chance. Est-ce qu'il y a du demi-surf de cercueil ou pas dedans? Non, malheureusement, Dommage. j'ai pas ça pour moi. Mais du coup, donc c'est un séminariste de 17 ans. Au début du film, on découvre qu'il a tué un enfant, qui lui a tranché la gorge en fait, enfin qui l'a décapité même. Ah oui, Trigger Warning, c'est un film qui a l'air d'être assez Ouais. film Oui. psychopathe. Hein. Ouais, en vrai, j'en parlerai peut-être un peu plus après, mais c'est vrai que peut-être âme sensible s'abstenir. Ok. Et en fait, il fait cet acte horrible et il va direct se dénoncer. Il dit bonjour, je m'appelle Bruno Redal, j'ai tué un enfant. Et en fait, le film prend le parti de raconter son histoire un peu sous la forme de ce qu'on appelle une autopsie psychologique. Donc, c'est-à-dire que ça va raconter son histoire, mais sous la forme de sortes d'entretiens avec des psychiatres, des psychologues de l'époque, sachant que ça se passe au début du XXe siècle, donc on n'est pas dans le monde contemporain. Ok.
Mais du coup, en gros, il va avoir des entretiens quotidiens avec des psychiatres, des psychologues qui vont l'observer un peu du haut de leur estrade, lui poser des questions sur pourquoi il a fait ça. Et en fait, il va raconter son histoire qui commence quand il est enfant, du coup en voix off. Et on va le suivre surtout sur 3 périodes de sa vie. Donc il y a 3 acteurs différents qui interprètent Bruno Redal pour essayer de comprendre comment il en est arrivé à ce crime. Et en fait, un peu l'origine du mal, parce qu'en fait, il exprime aucun regret sur son crime, mais il est quand même venu se dénoncer en disant, voilà, j'ai fait ça, un peu en attendant sa punition, quoi. Parce que du coup, les séminaristes, on en parlait donc dans le premier épisode, mais c'est des personnes qui sont religieuses, en fait, et lui, il est extrêmement religieux. Il croit en Dieu et en fait il dit que du coup il a fait ça, il sait que Dieu va le punir et il est venu accepter sa punition suite à cet acte horrible. Et voilà, je pense que je développerai un peu plus après, c'est déjà un bon pitch, je pense. Il se passe où du coup? C'est en France? Ouais, c'est en France, ça se passe dans le Cantal. Okay. C'est des régions qu'on voit pas forcément beaucoup au cinéma, donc c'est assez agréable. L'acteur, du coup, il a un petit accent de vieux français. Voilà, c'est ça. Okay. Il roule les R et tout. Et ça se passe un peu à différents endroits parce que du coup, il bouge un peu. Enfin, on le voit dans sa famille. Après, on le voit quand il est au sein de l'institution religieuse, en train d'apprendre. Les fondements de la Bible, etc. Mais c'est beaucoup dans la campagne française. Ok. Et du coup, c'est début du XXe siècle. Ouais, c'est ça. Je crois bien que ça se passe en 1905 ou un truc comme ça, les faits. Enfin, c'est début du XXe siècle. Et t'as une question? Ouais. C'est pas vraiment en lien, mais quand même un peu. Tu parlais d'autopsie, Ouais, autopsie psychologique. Alors, rien à voir, mais est-ce que du coup, c'est un Peppermint Candy de cette licence, donc c'est une autopsie psychologique. En fait, à la base, c'est un terme qui est utilisé plutôt pour les personnes qui se sont suicidées et de la même manière qu'on va faire une autopsie physique pour essayer de comprendre comment une personne est morte. Là, c'est une autopsie psychologique pour essayer de comprendre quels facteurs ont amené une personne à se suicider. Et donc, effectivement, Peppermint Candy s'est construit sous cette forme-là. Mais là, je parle aussi de ça parce qu'en fait, c'est vraiment retracer sa vie pour comprendre ce qui l'a amené à son acte, en fait. Et les psychiatres, ils sont vraiment là. Enfin, je sais pas si on peut exactement appeler ça psychiatre parce que du coup, début du XXe siècle, c'était pas forcément le même rapport à la psychiatrie. Mais ils sont vraiment là pour, pour essayer de comprendre, parce que pour eux, c'est un mystère que ce mec ait fait ça et vienne se rendre en fait. Du coup, ils manifestent très peu d'affect vis-à-vis de ce qu'il a fait, mais se dénonce quand même, quoi. Il trouve que c'est une position très étrange et il devient presque un sujet d'étude en fait pour eux, voire même complètement. Hein. Et du coup, c'est pour ça que j'ai employé ce terme parce que je le trouve assez approprié à la situation. Et c'est tourné comment? C'est genre un docu? C'est plutôt comme une fiction? Non, c'est complètement de la fiction. Okay. C'est juste, du coup, il y a des flashbacks. En fait, on est régulièrement avec lui dans la salle et puis en fait, il commence à parler et ça ramène en flashback à son enfance, son adolescence, etc. Et en fait, il y a un moment aussi où, en gros, lui, ses réponses sont hyper succinctes, courtes et tout au début. Et du coup, ils lui disent, vous allez écrire et tant que vous aurez pas écrit un truc qui nous satisfait, en fait, on va vous garder là, on va continuer de vous interroger, quoi. Et du coup, il se met à écrire sur son enfance, etc. Et en fait, c'est un garçon qui était extrêmement brillant en cours, même dans ce qu'il faisait. Par rapport à la religion et tout, c'était un élève très studieux qui pourtant part d'une famille nombreuse de vraiment basse classe. Donc c'est un peu le seul qui était éduqué dans sa famille, qui sait lire, enfin ce genre de choses. Et du coup, au final, il se met à beaucoup écrire parce qu'il écrit relativement bien. Et ça donne un rapport assez bizarre en fait à cette personne. Il a 17 ans, tu disais? Ouais, il a 17 ans quand il commet l'acte.
Ok, et quand il se rend, du coup, c'est juste. Ouais, il se, Après, juste quoi. après, vraiment, Ouais. il arrive avec sa chemise tachée de sang Ah oui, d'accord. en ok, disant Oui, d'accord. bonjour, Pas je le temps. m'appelle Bruno Redal, je viens de décapiter Ok. un enfant, quoi. Ok. Et c'est un film long, pas très long. Il fait 1h45 à peu près, je crois. Ok. Et en termes d'accessibilité sur 10, tu dirais Je dirais 7. C'est comme j'ai dit, c'est assez graphique. Après, il y a, enfin, il y a quelques scènes un peu violentes, mises à part celle-là. Moi, personnellement, quand je l'ai vu, il y a des gens qui ont quitté la salle Ok. parce que c'était voilà, un petit peu trop graphique pour eux. Après, c'est très intéressant. Je pense que c'est un sujet qui fascine beaucoup de monde. On le voit même encore aujourd'hui avec dès qu'il y a une sortie sur un serial killer ou des trucs comme ça. Voilà. Et j'en parlerai plus tard. Mais la manière dont c'est présenté est assez intelligente. Et du coup, je pense que ça peut rendre la chose accessible dans le sens où c'est des sujets qui nous échappent. Et du coup, qui intriguent les gens. Ils ont envie d'aller au bout de cette histoire, quoi. Mais c'est quand même un peu violent, quoi. Ok. Bah écoute, je pense pas avoir plus de questions. Moi, Je sais pas si vous avez des questions sur. Aucune question. Captivé, c'est un film que je voulais voir et que j'ai raté au cinéma. Et là, Ok. D'ailleurs, tu l'as vu dans quel contexte? Je l'ai vu au cinéma, dans un cinéma Lumière, je crois, parce que je voulais absolument le voir, mais qu'il n'était pas très bien distribué. Et en fait, je voulais le voir au Festival de Cannes quand il était passé. Je crois qu'il était passé en 2021 au Festival de Cannes. Ok. J'avais vu des très bons retours et j'avais pas réussi à me le caler dans ma programmation. Et du coup, je m'étais dit bon bah faut que j'aille le voir au ciné. Et bon bah d'habitude, je vais plutôt au UGC avec la carte illimitée, mais là, ce film-là, j'avais vraiment très envie de le voir et je regrette pas de l'avoir vu au cinéma. Parce que je me disais, pour que quelqu'un quitte la salle, ça fait un peu. C'était Festival de Cannes. Ouais, non, là, c'était des personnes âgées, en fait, et je pense qu'ils... Tu sais, parfois, je pense qu'ils vont voir les films un peu au pif, parce que, justement, c'est les cinémas indépendants qui proposent des trucs un peu différents, et ils se disent, bon, allez, on va voir ça. Et là, en fait, ils étaient pas prêts, quoi. Peut-être pas le film à voir au pif, ouais. Et peut-être. Ouais. Ok. Et bah écoute, Louis, t'enchaînes? allez. Moi, je vais te présenter du coup le film que j'ai un peu piqué à Pauline, Hunger de Steve McQueen, sorti Ok. en 2008. Ok. Steve McQueen, pas l'acteur, hein, le réalisateur. Je vois pas Et la pas le différence, chat donc non c'est pas plus. grave. Et ni le chat de Pauline. Ok. Non, donc Ouais, c'est vrai. c'est un homonyme effectivement au célèbre acteur, mais c'est pas lui. Il a réalisé d'ailleurs un autre film inspiré de faits réels, 12 Years a Slave. Ouais. Et là, donc, du coup, avec Hunger, il va s'attaquer à ce qui s'est passé en Irlande. Donc, le film se déroule fin des années 70, début des années 80. Ok. On est à la prison de Maze, en Irlande, Mhm. où sont enfermés notamment des prisonniers de l'Irish Republic Army, l'IRA. Ok, ouais. Et ces prisonniers, au début du film, mènent une grève de l'hygiène. Donc, ils se refusent de se laver et tout. Les gamers, finalement. Oh Et ils ont découvert League of Legends. Ils jouent toute la nuit à Fortnite. Donc du coup, ils font une grève de l'hygiène, ces prisonniers, pour forcer le gouvernement britannique, à l'époque mené par la première ministre Margaret Thatcher, Mhm. à reconnaître leur statut de prisonniers politiques D'accord. qu'ils avaient perdu avant. Est-ce que c'est des Irlandais enfermés en Non, Angleterre? en Irlande, mais En Irlande, ok. je t'expliquerai un peu Ok, le contexte. ok, Le ok. contexte est un peu long et fastidieux, le contexte de l'Irlande, quoi. Donc voilà, ces prisonniers n'ont plus leur statut de prisonniers politiques et pour rager un petit peu, pour grogner, ils font la grève de l'hygiène. Ça suffit pas et ça va s'accentuer un petit peu plus quand Bobby Sands, un des meneurs de l'IRA, Mhm. va décider d'entamer une grève de la faim, Ok. d'où le titre Hunger. Le film est découpé en 3 actes à peu près. Ok. T'as le premier où on découvre vraiment les conditions de vie de la prison et on voit pas Bobby Sands. C'est qu'une figure anonyme parmi tous les autres prisonniers. Ok. Donc c'est très intéressant. La deuxième partie, c'est un échange entre Bobby Sands et le curé de la prison qui va essayer de le dissuader de faire sa grève de la faim. Ok. Dans un plan séquence qui dure 17 minutes, assez incroyable au niveau acteur. J'en Ok. reparlerai.
Et la troisième partie, c'est les conséquences qu'a cette grève de la faim sur Bobby Sands, sur son corps et tout. Donc voilà. Ok. Et attends, j'avais une question, elle est partie. Alors, je vais poser la mienne. Du coup, tu dis que le deuxième segment fait 17 minutes, donc j'imagine qu'ils n'ont pas tous du tout la même durée. Ouais, non, ils n'ont pas tous la même durée. Ok. La première partie est la plus longue, Ok. mais est peut-être même la plus intéressante. Le film est très court, 1h30, Ok. et mais il est très riche, D'accord. justement. Alors, vu que tu me dis que c'est découpé en actes, c'est un peu théâtralisé ou Non, c'est, pas du tout. ok. Ça se voit que c'est découpé en actes, plus ou moins, mais c'est pas théâtralisé en mode premier acte, deuxième acte. Ok, c'est pas comme. Là, je prends l'exemple de RRR, Ouais. qui a vraiment été les actes bien segmentés. Ah oui, c'est vrai, ouais. Avec Oui, y a pas de des panneau, petites quoi. pauses, tu vois. Ouais. Ok. Non, là, non, pas du tout. C'est vraiment c'est très fluide, c'est dans la fluidité du film. Ok. Et c'est un film irlandais, du coup C'est un film britannique. Ok. Steve McQueen est londonien. Ok. Voilà, mais ouais, les acteurs sont irlandais et britanniques. L'acteur principal, c'est Michael Fassbender, Magneto dans X-Men Le Commencement, D'accord, ok. Ok. qui livre là une de ses meilleures performances, mais bon, il est bon dans tout ce qu'il fait, même dans des mauvais films comme Alien Covenant, donc bon, Ok, C'est vraiment c'est nul, cool. Alien Covenant. J'ai pas vu. pas ouf. Ok. Il est intéressant, mais pas ouf. Non, du coup, voilà, pour mon film. Ok. Âme sensible aussi, s'abstenir. Ouais, là, accessibilité juste, sur 10. Âme sensible, s'abstenir sur 10. Ah ouais, Juste, ok. quand on parle de grève de l'hygiène, C'est grève de c'est l'hygiène. pas juste genre arrêter de prendre des douches, c'est genre les mecs, Ils ils étalent peignaient leur caca, enfin les murs avec leur caca. Ouais, vraiment. Ok, d'accord. C'était vraiment très très sale, quoi. Très sale, Ok, et t'as des actes de violence de la part des gardiens qui est très dur. Mhm. Et quand on voit aussi la partie où Bobby Sands fait sa grève de la faim, c'est très dur aussi à voir. Ok. Maladivement parlant, enfin, Ouais, c'est hein. l'acteur a éprouvant. perdu 14 kilos, je crois. ouais, pour, Ah oui, d'accord, c'est énorme. vraiment énormément de kilos et tout, et tu le vois, quoi. C'est vraiment difficile à voir. Ok. Et sinon, Si, je sais pas, enfin, si par exemple il y a des gens qui ont des troubles du comportement alimentaire qui nous écoutent, Ah oui, c'est ouais. pas un c'est film. pas un film pour vous, à clairement voir. pas. Ok. Et sinon, je dirais à peu près accessibilité 5 sur 20. Ah Sur ouais, 20? carrément. Sur 10, pardon. Ah. Je suis Genre, fatigué, pas je suis difficile, fatigué. Non, 5 sur 10, pardon. Parce que c'est quand même un film qui est très silencieux, au final. Il y a très peu de dialogue. D'accord. Du coup, est-ce que c'est un peu tourné sur le son ou Ouais. c'est que de la narration vidéo du coup? Non, il y a pas mal de sons aussi. Ok. Mais ouais, ça joue sur les comportements, enfin, sur le jeu d'acteur, sur toute la situation, en fait. Ok. C'est même limite documentaire par moment. Ok. Ouais, c'est tourné du coup comme une fiction aussi, comme. Mais Pauline. ouais, c'est tourné Ok. comme une fiction, mais il y a des moments vraiment sans musique, rien du tout. Enfin, Ok. même pas de musique. C'est intéressant ça en vrai. Et c'est très intéressant. Ok. Ouais, il y a un gros travail sur le silence et c'est assez contemplatif en fait comme film. Voilà, D'accord. C'est pour ça, exactement. moi, si je l'avais choisi, je pense que j'aurais présenté en disant que c'est quand même un risque, Ah oui. un film Mais risqué à prendre. c'est pour ça. Vous savez que j'aime prendre des risques. Mm. Hein. J'ai pris des risques sur les deux premiers épisodes. J'en prends un nouveau ici, avec ce film qui est finalement peu accessible quand même à un large public, mais qui est vraiment très très bien. Et si vous êtes curieux, foncez le voir. Vraiment, il est pas mauvais du tout. Ok. Toi, Pauline, qui a vu les deux, du coup Bruno Redal et Hunger, tu dirais que c'est Ouais. lequel le plus dur à regarder? J'allais poser la même question. Enfin, on est connectés. En vrai, ça dépend vraiment de ce qui te choque. Ok, parce que c'est Parce que c'est la pas même les chose, mêmes quoi. choses qui sont Ok. montrées. C'est pas. Genre Bruno Redal, il y a de la violence graphique. Après, dans peu de scènes au final sur la durée du film. Et il y a aussi pas mal de trucs un peu sexuels. Parce qu'en fait, je l'ai pas dit, mais il y a aussi un gros truc, en gros, où le personnage a un problème avec la masturbation. J'ai cru comprendre ça. Et avec, en gros, il y a un sous-propos sur une possible homosexualité. Peut-être que ça, j'en reparlerai aussi tout à l'heure. Mais du coup, il y a énormément de séquences en fait de masturbation et je sais que ça gêne aussi certaines personnes. Alors que Hunger, c'est plus une violence qui va te révolter. Et c'est justement Ok, le but d'accord. du film. parce Mm. qu'on C'est plus parle- de l'injustice du coup. Voilà, exactement. Et comme on parle d'une révolution, d'une révolte vraiment et d'injustice, Mm. c'est ça qui va un peu te révulser aussi. Et le comportement des gardiens dans la prison. Enfin, Ouais.
il y a une scène où ils vont forcer les prisonniers à se couper les cheveux, à prendre un bain, et c'est d'une violence. Ils brossent du coup leur peau, et tu sens la brûlure, quoi, vraiment sur eux. Enfin, vraiment, c'est. En fait, je pense que c'est plus dur à regarder dans le sens où ça fait de la peine, genre c'est dur en mode t'es révolté que ça arrive, alors que Bruno Redal c'est dur en mode il y a des gens qui ont pas envie de voir ça, quoi. Et c'est d'autant plus dur aussi, et ça te va d'autant plus te révolter que c'est quelque chose qui est arrivé assez récemment dans l'histoire, années 70-80. Du coup, c'est un contexte en mode... comment dire ? J'ai plus ma question exacte, mais t'as un contexte politique derrière ? Ouais. T'as 2 petits panneaux, je crois, au début qui expliquent un petit peu pourquoi il y a la grève de l'hygiène. Ok, d'accord. Voilà. Ok, très bien. Bah écoute, je pense pas avoir plus de questions. On reparlerait pour le deuxième round. Ok. Et toi, Deka ? Alors, on parlait de révolution, on parlait de silence. Mon film s'appelle La Révolution silencieuse. C'est tout dans le thème. Oh, cette transition que je t'ai donnée là, la passe. Ça, c'est comme ça ici, hein. On fait pas les Tu choses fais à du moitié. kung-fu ou quoi ? Du coup, c'est un film qui est sorti en 2018. Ok. Donc, il y a un film qui est réalisé par Lars Kromm, qui a l'air d'être un réalisateur allemand qui est peut-être connu pas mal en Allemagne. En tout cas, il a fait 35 films, je crois, si je dis pas de bêtises. Ok. Mal déjà. Ouais, en tout cas, en France, je connais pas, j'ai jamais entendu parler de Lars Kromm. Moi non plus, et je connaissais pas ce film. Non, mais alors, pas du tout. pour un peu de contexte, en fait, c'est un film que j'ai vu au tout début de ma carte d'abonnement UGC. Et que, quand je l'ai vu vraiment sur le moment, il m'avait retourné. Franchement, j'avais trouvé le film incroyable, tu vois. Je l'ai revu récemment, je l'ai trouvé quand même moins bien, mais quand même, tu vois. Puis c'était aussi de le voir au cinéma, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que personne connaît ce film. Le truc, c'est en gros le petit film allemand qui est sorti en salle, quoi. Et le fait que t'aies pu le voir dans un UGC aussi, genre je suis en mode mais. Non, mais c'est ouais. D'où il sort ce truc? Je sais pas. Et je pense que du coup, tu sais, il y a une période où il sortait quelques films allemands de temps en temps en UGC. Il y avait eu Balloon aussi. Ils en sortent régulièrement en général, les UGC. Ouais. J'étais allé voir le film de Daniel Brühl, je sais plus comment il s'appelle. Mais... Ouais, je saurais pas te dire. Mais du coup, voilà. Et en fait, j'en parlais à des gens, etc. À l'époque, je le conseillais pas mal. Et en fait, personne l'a vu. Sur Letterboxd, déjà, j'ai vu que Pauline n'avait pas vu, ce qui est souvent preuve que pas grand monde l'a vu. mais c'est pas gage de qualité. Non, mais en tout cas, c'est quand même un film que peut-être qui est moins bien que d'autres films que j'ai pas sélectionnés, mais qui mérite quand même d'être un peu plus connu, je trouve. Donc je me suis dit que j'allais choisir. Enfin bon, ça c'était pour le petit contexte de ma vie qui n'intéresse finalement pas grand monde. Mais du coup, l'histoire de ce film, ça se passe en RDA, donc l'Allemagne de l'Est. Ouais. On suit une classe d'école, qui va passer donc Abitur, c'est l'équivalent du bac en Allemagne. Donc ça se passe en 1956. Et donc ces élèves de cette classe vont entendre parler, en tout cas, en fait, ils vont se rendre au début du film à l'Ouest, où ils vont aller voir un film. Et donc avant le film, il y a une annonce, une sorte de petit journal, pas vraiment de journal, mais en gros un fait divers qui est raconté. Je sais plus le mot exact, c'est pas vraiment un fait divers. D'actualité. Ouais, voilà, il y a un petit bout d'actualité. Ils entendent parler du coup de ce qui se passe en Hongrie à cette période-là. Donc ça parle un peu de révolte qui serait passée en Hongrie, qui aurait été pas mal réprimée, non ? Comment ? Si, c'est ça. Oui, si, réprimée. Ouais, par du coup l'URSS et les Russes. Et eux décident, ils sont un peu choqués du truc, etc. On entend que, soi-disant, il y aurait Puskás, donc je sais pas si vous connaissez, qu'un joueur de foot qui est assez connu, mais qui serait décédé dans ce truc-là, dans cette révolte. Donc finalement, c'est pas le cas, mais en tout cas, c'est ce qu'on entendait à l'Ouest à ce moment-là. Et donc, ils décident de faire 2 minutes de silence au début de leur classe pour en soutien en fait à la Hongrie, parce que du coup, ils parlent à Strasbourg. On entend à la radio qu'à Strasbourg, les gens ont fait 2 minutes de silence pour les gens qui étaient décédés pendant cette révolte. Et donc, ils décident de faire 2 minutes de silence. Sauf que quand tu es en RDA, donc tu as quand même l'URSS qui chapeaute un peu tout ça et qui est assez dur, on va dire. Quand tu fais 2 minutes de silence pour un fait comme ça, tu deviens un peu un ennemi de l'État, quoi. Ouais, et donc, en gros, on suit cette classe et ces élèves qui, juste en ayant fait 2 minutes de silence pour soutenir
un mouvement de révolte qui s'est passé en Hongrie, deviennent vraiment des ennemis de l'État, où en fait on va essayer de savoir qui a été la personne qui a lancé cette idée de faire 2 minutes de silence. Donc on a par exemple un ministre qui vient dans la classe, on a vraiment quelqu'un qui est mandaté pour trouver qui a fait ça. Ils sont menacés du coup d'être virés, de ne pas pouvoir passer leur bac. Enfin, c'est assez compliqué, même au niveau familial. On sent que c'est pas rien. Beaucoup de familles se retrouvent dans la merde à cause de ça, quoi. Ouais. Et donc on va suivre cette classe qui finalement reste très soudée, très comment dire, personne va vraiment se trahir en fait finalement, ou en tout cas pas réellement. Et on va suivre donc voilà une classe qui s'est soulevée en faisant 2 minutes de silence pour soutenir une révolte, et qui a été voilà. J'avais entendu parler de ce film. Ah ouais, c'est peut-être moi qui t'en ai parlé. J'avais juste entendu parler de l'histoire. En fait, je sais pas, mais ça me parle de ouf. En fait, j'en ai énormément parlé quand je l'ai vu. Donc c'est possible je qu'à pense que l'époque, je t'en ai parlé. il y a grave moyen. Vu que personne d'autre l'a vu de toute façon. Donc. Ok. C'est une classe de quel niveau? Et du coup, on passait le bac. Ouais, bac. Donc, Ok, 18 ans. Ouais, Ils ont genre 18 ans, des quoi. lycéens. Ouais, c'est ça. J'ai une question qui m'est venue tout à l'heure. Je vous laisse à vos questions. Et sur vos films, même si je pense que non, mais sont-ils en noir et blanc? Non. Non. Ok, ça aurait pu être un parti pris, on sait jamais. Ouais, mais non. Il dure longtemps ton film? Il dure 1h50. Ok, et c'est tourné comment du coup? C'est un documentaire, c'est une fiction? Non, c'est fait à mode fiction, on va dire. Ok, d'accord. Il semblerait qu'il y ait une grosse vibe Des poètes disparus. des poètes disparus. Je l'ai pas vu, mais ça va pas aller à mon sens, mais il semblerait qu'il y ait une vibe cercle des poètes disparus de Wish. Ah, ok. Ouais, c'est ça qui a pas dans mon sens, c'est le côté Wish. Okay. Mais voilà, c'est quand même pas une mauvaise référence. Et en quelle année? Je sais plus si tu as dit. 2018, c'est sorti. Non, le contexte. 56, ok. Ouais, ça s'appelle 56. Je pense pas avoir. Je sais pas si j'étais assez clair. C'est un film allemand, mais du coup, c'est des acteurs allemands aussi? Ouais, ou... c'est des acteurs allemands du coup que j'avais jamais vu. Et pour le coup, que je trouve très bon. Ok. C'est du coup une classe, donc c'est beaucoup de jeunes, quoi. Beaucoup de jeunes acteurs. Et pour le coup, je les trouve tous assez intéressants. Ils ont tous des têtes bien reconnaissables, tu vois. Tu t'arrives vite à les cerner, quoi. Et je trouve, non, ils sont assez bons, même les professeurs, le directeur, tout ça. Je trouve tout le monde joue assez bien. Ok. Et en termes d'accessibilité sur 10? Ouais, c'est du 9 sur 10. Hein. On est vraiment sur typique film qui va reprendre un fait historique et ouais, non, c'est vraiment, tu sais, ça me fait, enfin, c'est pas vraiment pareil, mais au niveau accessibilité, c'est un peu genre la Imitation Game, tu vois. Je sais pas si tu vois le film avec Cumberbatch. Ouais, je vois le film, je me souviens plus du film. Voilà, mais du coup, ça reste. Moi, très ça me fait penser un peu, enfin, c'est pas la même chose, mais de ce que tu as l'air de décrire en termes d'accessibilité, etc., un autre film allemand qui s'appelle La vie des autres. Oui. Où c'est sur un gars qui est chargé d'espionner en fait une famille qui est soupçonnée d'être un gars de la Stasi, ouais. Ouais, voilà, qui est soupçonné d'être à l'origine de mouvements pas de révolte, mais de, comment on dit, contre le régime soviétique, en fait. Oui, voilà. Et du coup, il a des micros chez eux, il passe sa vie à les écouter et tu suis un peu le déroulement de ça. Et c'est du film qui est intéressant sur le contexte historique de l'époque, mais qui est très accessible aussi. Ouais. C'est vraiment tourné de manière limite un peu scolaire, quoi. Ouais. Oui, là aussi, c'est ça. Ouais. Genre film que tu peux montrer en classe justement pour parler de ces carrément. événements, quoi. Du coup, il n'y a aucune violence quoi, dans ton film. Il n'y a pas de scène comme je pense Louis non, Pauline dur à regarder, y a pas de scène de trucs que t'as pas envie de voir. Le plus dur peut-être à regarder, c'est un coup de feu dans une épaule où tu vois même pas de sang. Je veux dire. D'accord, ouais. C'est quand même assez. Je crois pas qu'il y ait, en tout cas graphiquement. C'est ok quoi. Ouais. Ok. Moi j'ai une question. Il est disponible quelque part ce film? Alors il est sur Univers Ciné. Proposé. Je sais pas si tout le monde situe. C'est des trucs d'université? Non. Vas-y Pauline, je te laisse, c'était la mascotte Non, de toutes les plateformes. Pardon. Les trucs d'université, c'est la médiathèque numérique. Et d'ailleurs... Univers Ciné. Oui, ok. Non, oui. justement. Ah. Comme il a dit, est-ce que c'est le truc des universités? Oui, pardon. Le truc des universités, c'est la médiathèque numérique. Et j'allais dire, en fait, si vous êtes étudiant, n'hésitez pas à aller voir si vous y avez accès, parce qu'en fait, c'est hyper cool. Vous pouvez voir un certain nombre de films par mois dispo dans leur sélection, juste avec vos identifiants universitaires.
Et Universiné, c'est une autre plateforme à part où ils font de la location, de l'achat de VOD et un peu de streaming Je crois quand que j'ai un petit catalogue. voilà, quand on a un abonnement. Et en fait, leur catalogue est extrêmement riche dans les locations. Ouais. Mais vraiment, vous pouvez voir énormément de choses, dont des films sortis très récemment. Ils ont les sorties assez rapidement, surtout les sorties françaises. Ils ont beaucoup de filmographie de gens. J'y reviens, mais par exemple Bertrand Bonello, en ce moment, je suis en train de regarder tous ses films. Ils sont tous sur Universiné. Et les locations, en gros, c'est moins de 3 euros. Et à l'achat, c'est genre 7 euros ou un truc comme ça. Voilà, si vous avez envie de regarder des films légalement, c'est une bonne alternative une fois de temps en temps, quoi. Ok. Parce que c'est vrai que c'est une question que j'ai pas posée, mais du coup, toi, des cas, c'est sur l'Universiné. Ouais, c'est sur Universiné. Pauline, du c'est coup. sur MyCanal. Ouais, c'est ça, sur Canal. Alors, Et Louis. Moi aussi, il me semble, Pauline, si tu confirmes. Oui, Hunger, c'est sur Canal, ouais. Ok. Ok, très bien. ouais, je viens de regarder. Du coup, mon film est quand même un peu plus cher que ce qu'a dit Pauline. Il est à 4,99€ à la location et 10 € à l'achat. Enfin, Ah, 9. ok. Ok, très bien. Bon, ils doivent avoir des variantes de prix en fonction des films. Ouais, bon, voilà quoi, ça reste. Ça reste abordable. Oui, puis après, Ok. voilà. Bah, écoute, je pense rien avoir de plus après. J'ai essayé de comme faire assez question. rapide pour cette première partie parce que je pense que Ouais. la deuxième va être plus longue. Oui, je pense aussi. Mais je pense que- Écoute, par contre, c'est compliqué parce que vos films ont l'air d'être tous super intéressants. Je pense que j'aurais un penchant pour le film de Pauline. Parce que je suis un peu de la team des gens qui aiment bien les trucs de... Psychopathe. Oui. Trop grave. Non, mais en vrai, ça me fascine un peu tous ces trucs. Donc, du coup, je suis carrément client à ça. Après, je crois que le film de Louis m'intéresse aussi. Enfin, en fait, je vous mettrai un peu égalité. Parce que vraiment, vos deux films ont l'air d'être super bien. Et ouais, pour le coup, tes derniers de 7 mois, j'étais Ah, c'est vrai fan. que, mais après, je suis allé beaucoup plus vite aussi, quoi. Ouais, Après, c'est beaucoup ça de arrive choses. souvent dès qu'il y a des derniers, et puis au Et final. puis au final, ouais. c'est ça. Bah, C'est c'est ce que ça, j'allais je dire. surprends après, quoi. Et bon, voilà. Faut pas tout le temps avoir Shaolin Soccer. C'est ça. Ok. Passe à la suite. Et ben, Allez. c'est parti Allez, pour le let's deuxième round. Du coup, deuxième round, le lien avec le thème. J'imagine que c'est à moi de commencer, vu que c'est souvent le dernier qui commence. Exactement. Alors, Parce que du coup, on va faire un truc différent, je pense, de pourquoi c'est une histoire vraie. Parce que c'est une histoire vraie. non, mais déjà, je vais commencer par vous dire qu'à la 55e seconde, il y a écrit en allemand Dieser Film beruht auf wahren Ereignissen, ce qui veut dire en gros que ça a tiré de faits réels. Donc bon, déjà, ça c'est fait. On passe à la suite. Alors, en gros, le film est basé, du coup, comme je vous l'ai dit, sur une histoire vraie. Donc, c'est une histoire vraie qui a été racontée dans le livre éponyme qui est écrit par quelqu'un qui s'appelle Dietrich Karzka, qui est d'ailleurs décédé en 2018. Donc, je ne sais pas s'il a pu voir le film, mais voilà. Et donc, c'était l'un des élèves de cette classe. Et donc, il a publié son livre en 2006. Et donc, voilà. C'est là qu'on a appris, enfin, en tout cas, c'est pris de ce livre. D'accord. Donc, concernant les faits, donc, moi, comme je vous dis, ça se base vraiment sur cette classe, en tout cas. Mais un peu pour dézoomer un peu et avoir l'histoire un peu plus globale. Donc, parlons un petit peu rapidement de l'insurrection de Budapest. Donc, c'est le nom de la révolution, enfin, en tout cas, de la Du révolte mouvement, hongroise. Voilà, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, c'est une révolte qui dure 18 jours. Donc, qui a commencé le 23 octobre et qui finit le 10 novembre 1956 et qui a été fortement réprimée et écrasée par le régime soviétique. Donc, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le film est quand même assez anti-URSS, hein, mais Ok. pas spécialement anticommuniste, je dirais. Je trouve qu'en fait, le film, sur son placement un peu idéologique, on va dire, il reste assez neutre. C'est-à-dire que c'est pas un film qui va louer l'Ouest et les États-Unis, le capitalisme de manière, je trouve pas spécialement, tu vois. C'est pas un film non plus qui va complètement détruire le communisme ou le socialisme. Je trouve que ça reste quand même assez neutre et que ça montre un petit peu comment les choses étaient perçues à l'époque. Mais du coup, c'est peut-être pas un peu plus focalisé sur la classe en elle-même plutôt que la Si, situation mais qu'il y a tout autour. est lié, en fait. Ouais, mais je veux dire, ils ont peut-être plutôt pris le point de vue des autres, enfin, de la classe que de tout le contexte qu'il y avait autour, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Pas du tout. Que genre quand t'es au lycée, t'as envie de soutenir une révolte, mais Ouais, tu mais le mesures film pas aurait pu, forcément. aurait pu avoir un propos complètement anti. Oui, mais après, peut-être que eux, Pro-Ouest, leur truc, tu ouais, vois. mais peut-être que eux, après, leur volonté, tu vois, c'était peut-être juste de focus seulement sur la classe, mais pas sur le contexte quand même qu'il y avait autour pour juste montrer cet instant T de l'histoire dans cette classe, tu vois ce que Ouais, je veux c'est dire. ça. C'est pour ça que je dis que c'est un point de vue vraiment neutre, Ah, ok. je trouve, en tout cas, ou assez objectif des événements. Ok. Et je trouve que c'est pas trop orienté idéologiquement, quoi. Ce Ok. qui aurait été un peu. Enfin, je veux dire, si c'était pour voir un film qui est pro
en mode ouais, l'Ouest c'est trop bien, on meurt de faim à l'Est. Enfin oui, bon, d'accord. Je veux dire, pas très intéressant quoi. Mais donc du coup là, je trouve que c'est pas le cas. Donc du coup la révolte, elle a commencé par une manifestation étudiante qui a rassemblé énormément de personnes à travers le centre-ville de Budapest, du coup qui est la capitale de la Hongrie. Ok. Et donc il y a une délégation étudiante qui est rentrée dans le bâtiment de la radio nationale dans le but de diffuser ses revendications. Donc ils ont été arrêtés par les Russes, on va dire les Russes, voilà. Et donc lorsque... Soviétique. Ouais, c'est encore mieux, c'est très bien, les Soviétiques. Et donc du coup, lorsque la libération a été demandée par la foule, donc la police politique du régime, elle a ouvert le feu depuis le bâtiment. Donc voilà, disons que c'est un petit peu un petit plaisir, quoi. Pas du tout. Donc ensuite, il y a eu une volonté de négocier un retrait des forces soviétiques. Enfin, il y a eu une annonce qui a été faite. Voilà. Bon, finalement, le bureau politique, donc le Politburo, donc qui est la version contractée de Politburo du comité central du Parti communiste de l'Union soviétique. Donc en gros, c'était le conseil, le premier conseil, l'organe suprême en gros du comité central du Parti communiste de l'Union soviétique. C'est ceux qui définissaient la ligne directrice et qui déterminaient en gros les politiques suivies par l'URSS. Donc eux, ils changent d'avis et ils décident d'écraser cette révolte. Donc le 4 novembre, il y a une importante armée soviétique qui envahit Budapest et les autres régions du pays. Et donc la résistance hongroise a tenu jusqu'au 10 novembre, mais pas beaucoup plus. On compte à la fin de cet épisode 2500 morts, 20 000 blessés, 26 000 personnes arrêtées. Ok. Donc voilà. Au niveau de la réception, du coup, parce que c'est aussi ça qu'on voit beaucoup dans le film, vu qu'on n'est pas directement dans le cœur de ce qui se passe, on est des gens en fait qui entendent à la radio Qui se passe donc voilà, donc avec en fait, on suit la réception. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que eux, ils n'ont pas accès en fait à ces informations-là par le biais des journaux de la RDA, parce que évidemment tout est contrôlé. Eux, ils vont se rendre chez un vieil homme qui a la radio de l'Ouest. Donc et ils y vont et c'est de là qu'ils apprennent en fait tout ça. Bon, quand on apprend qu'ils écoutent la radio de l'Ouest, autant dire que ça joue pas tellement en leur faveur, voire pas du tout. Parce que du coup, par exemple, je parlais de Pushkas tout à l'heure. En fait, le décès de Pushkas a été annoncé à la radio de l'Ouest, mais il est pas vraiment mort. Donc c'est-à-dire que c'est une fausse information qui a tourné dans la radio de l'Ouest. Et donc en gros, à un moment, eux ils disent on voit qu'on est dans la merde, on va dire qu'en fait on a fait ça pour soutenir Pushkas parce que c'est un joueur de foot qu'on aime bien et puis finalement c'est pas un geste politique. Sauf que là les gens se disent oui, sauf que vous soutenez Pushkas, mais personne n'a dit qu'il était décédé à part l'Ouest. Donc en fait, comment ça se fait que vous écoutez la radio de l'Ouest, quoi? Donc autant dire que c'est un peu la c'est les abus des cerveaux. Ah ouais, non, c'est ouais, vraiment. Donc après le débat public sur cet événement, il a été du coup interdit en Hongrie pendant plus de 30 ans. Donc ouais, c'est vraiment un gros truc en Hongrie, hein. Aujourd'hui c'est une fête nationale, enfin ça joue énormément dans la politique du pays, quoi. Et donc aujourd'hui c'est enfin l'objet de débats, d'études. Enfin voilà, ils étudient enfin la situation. Et donc voilà, le 23 octobre, c'est devenu un jour férié de fête nationale en Hongrie. Mais du coup, en fait, ce qui était compliqué quand tu n'étais pas dans cette situation de savoir ce qui se passait, c'était que l'URSS avait tout à dire qu'en fait, la contre-révolution hongroise était une contre-révolution anticommuniste, pro-capitaliste, parce que évidemment, ça passe bien de dire ça quand tu es l'URSS. Et les États-Unis et l'Ouest ont tout à dire que c'est une contre-révolution pro-Ouest, pro-Amérique, pro-capitaliste et contre le truc. Donc en gros, pendant longtemps, c'est comme ça que ça a été en tout cas montré, parce que c'est un peu tout ce que, ça a arrangé les deux bords. Tout le monde. Ouais. Après, il y avait aussi, il y en a qui disaient que c'était des groupuscules fascistes, et que ça venait de groupes fascistes. Alors en fait, c'est comme dans beaucoup de révoltes, quoi. Au bout d'un moment, les fascistes essayent de s'y implanter et ils n'y arrivent pas. Et puis finalement, voilà, quoi. Enfin, par exemple, pas vraiment pareil, mais quand on voyait les Gilets jaunes, où pendant très longtemps, on disait que c'était finalement des mouvements fascistes, en fait, on se rend compte que, non, les fascistes ont essayé de s'y implanter, et puis finalement, non. Mais donc voilà. Et donc en fait, tout ça, on le voit dans le film. En fait, on voit que des fois, c'est dépeint comme quelque chose de pro-ouest, des fois, c'est dépeint comme quelque chose de fasciste, en fait. Et dans les faits, il semblerait que quand même, ça soit plus une révolution populaire, en fait, qui vient de milieux aussi ouvriers et étudiants. Donc en fait, c'est pas des gens en fait qui sont anticommunistes, etc. C'est vraiment des socialistes et des communistes qui auraient mené cette voilà. Donc c'est vraiment, on est sur quelque chose qui est plus contre l'URSS et l'autoritarisme soviétique
que vraiment le communisme et le socialisme en tant que tel, quoi. Ok. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour tout ça. Et donc, en fait, le fait de cette école, c'est donc on suit leur point de vue, quoi. Donc voilà, ça je l'avais déjà dit, mais en gros voilà. Et c'est intéressant de voir que en fait on a des gosses de 18 ans en fait qui font un geste qui pour eux semble incroyable, mais en même temps c'est que 2 minutes, quoi. C'est pas grand chose. Et en fait ça mène à des répercussions qui sont démesurées, quoi. Mais complètement démesurées. C'est-à-dire que tu deviens vraiment un ennemi de l'État. Et donc voilà, c'est assez intéressant de voir comment eux ils vont réussir à gérer ça et de voir qu'ils restent soudés en fait, quoi qu'il arrive. Ils font énormément de votes pour savoir voilà, quelles sont les décisions qui sont prises au sein de la classe. Est-ce qu'on part sur telle explication de notre geste? Est-ce qu'on est muet ou pas? Et donc en fait, on est quand même sur une classe où il semblerait qu'il n'y ait que 4 personnes en fait, qui n'aient pas suivi le mouvement. Personne n'a essayé de passer des 49.3? Non. non, mais du coup, il semblerait qu'il n'y ait que 4 personnes qui n'aient pas suivi le mouvement et qu'en fait, la classe, c'est. Enfin, on est quand même sur un cas d'un groupe qui a vraiment vécu ensemble Ils étaient combien un geste fort, je sais pas. Ok. Je peux pas te dire, je pense qu'il doit avoir une bonne vingtaine d'élèves quand même. Ok. Et voilà, et donc c'est super. Et ça, le réalisateur le dit, c'est qu'on est sur un film qui montre vraiment la cohésion et j'ai plus le mot. L'effet de groupe, non? Ouais, mais de manière positive, j'ai plus. J'aurais pas de mot non plus. Quand on joue au foot, collectif. Ouais. Voilà. Donc qui montre vraiment cet aspect très collectif de ce groupe qui reste voilà, très lié, qui face aux menaces, parce que quand même c'est des énormes menaces. Et voilà, c'est ça qu'il a voulu montrer avec le film, en même temps en montrant ce moment historique et qui, je trouve, est assez bien montré, parce que du coup, pas tellement de parti pris, assez neutre et assez bien raconté. Voilà. Ok. Ça a été un peu long, mais... Ouais, mais après, c'est... Voilà. Moi, j'ai une question qui m'est venue, mais pas en lien avec ton film, mais t'as fait un master d'histoire. Ouais. Est-ce que le fait d'étudier l'histoire, ça te rend plus sensible au film, justement, basé sur des histoires vraies, sur des faits historiques? Ça tombe bien que tu me poses la question, parce que absolument pas. Voilà. Ok. Pas du tout. Est-ce que ça t'aide pour tes recherches ou vraiment pas du tout? Alors, genre là, tu vois, enfin là après c'est quand même vachement spécifique, tu vois. Ouais. Mais je veux dire. Mais là, je me dois de faire un big up, parce que les recherches là historiques, la majorité n'ont pas été faites par moi, je dois le dire. Donc big up à Eva qui a, pendant que j'étais en train de bosser, elle m'a envoyé ces trucs, donc voilà. En plus elle nous écoute. Donc, merci Eva. Merci à toi. Voilà, je dois bien lui rendre ça. Ok, écoute, je pense pas avoir spécialement de questions parce que. Enfin, déjà, il y a énormément d'informations. Non, mais après, je veux dire, là, les questions me viennent pas en tête. Ouais, voilà. C'est l'histoire, donc voilà, c'est compliqué d'avoir des bonnes questions, on va dire. Puis je me doute que du coup, t'es pas prof d'histoire. Non. Donc, voilà, quoi, ça va être un peu compliqué. Non, ouais. Ok. Et bah écoute, Louis, tu prends la suite? Allez. Alors, pourquoi mon film est dans le thème? Ouais. Parce que c'est une histoire vraie? Eh ben merci. Ouais. Allez. Non, tout s'est réellement passé. Donc, avant d'un peu de raconter le contexte du film, j'aimerais dire quand même qu'on n'est pas prof d'histoire, qu'on n'est pas des historiens. Donc, tout ce qu'on peut dire, on a fait des recherches dessus, souvent très rapides. Si vous voulez nous corriger, il n'y a pas de souci, mais avec bienveillance. Personne n'a un master d'histoire autour de cette table. Non, heureusement, j'ai envie de dire. Il ne sert à rien ton master. Donc, tout s'est réellement passé dans le film, donc de la grève de l'hygiène à l'inévitable fin de Bobby Sands, suite à sa grève de la faim. Ok. Et du coup, tu viens de me spoil un peu le film. Non, mais ça faisait un joli jeu de mots, donc moi je valide. Ouais, c'est vrai. Alors, je suis désolé, mais un spoil sur un film tiré d'une histoire vraie, c'est débile. Mais bon, en vrai, si tu connais pas du tout l'histoire... Ouais, moi je connais rien. Alors, je connais rien. Anecdote vraie, on m'a vraiment reproché un jour d'avoir spoilé Titanic. Que le bateau coulait. Voilà, ouais, bon, d'accord. Voilà, Donc, okay. C'est une histoire vraie et qui rentre en fait dans la grande et compliquée histoire de l'Irlande. Ouais. Donc, grosso modo, l'Irlande est coupée en deux depuis 1921. Au sud, tu as la République de l'Irlande, à majorité catholique, avec comme capitale Dublin. Au nord, tu as l'Irlande du Nord, aussi appelée Ulster, dont la capitale c'est Belfast, et la population est à majorité protestante et qui est rattachée au Royaume-Uni. Ok. Et depuis, c'est la merde. Ils se font la guerre, et au milieu de tout ça, il y a l'Irish Republic Army, l'IRA, qui est considérée comme, par beaucoup de pays,
comme un groupe terroriste, Mhm. et qui, eux, veulent la réunification de l'Irlande en jartant le Royaume-Uni. Quoi. Ouais. Si je Grosso me permets modo. de faire une aparté, Ouais. l'IRA est hyper présente dans Peaky Blinders. Oui. Et Tu sais que Amy- j'allais dire un truc, Ouais. j'allais dire le film il peut te plaire parce que Ouais, c'est vrai. c'est un peu Exactement, le même mais contexte c'est- historique. Mais du coup, dans Peaky Blinders, il est mis en groupuscule terroriste, du coup. Ouais. Voilà. Tout à fait. Juste pour ajouter un petit truc avant que tu reprennes, on voit cette dissension entre l'Irlande et du coup la Royaume-Uni. Ouais, le Royaume-Uni, pardon. Déjà avec la mort de la reine, où on a vu énormément Exactement. d'Irlandais réagir. Ils étaient au top. Ouais, franchement, ils nous ont régalé. Exactement. Et en plus, elle a vraiment connu tout ça. Et donc, dans ce film, dans l'histoire, les prisonniers de l'IRA, notamment, dans la prison de Maze, avaient un statut de prisonniers politiques. Donc, ils pouvaient garder leurs vêtements, ils n'étaient pas obligés de participer aux tâches de la prison, et ils étaient plus ou moins libres, mais en prison quand même. Ok. Mais ils avaient beaucoup plus de liberté que des prisonniers normaux. Ok. Sauf que un jour, une première ministre du nom de Margaret Thatcher met fin à tout ça. Et en les traitant de terroristes, d'assassins, tout ce qui lui passe par la tête. Et c'est là que commence du coup d'abord la grève des couvertures, où les prisonniers refusent les couvertures et tout. Ok. Puis la grève de l'hygiène qu'on voit, où les prisonniers vont donc ne plus se laver, ne plus se couper les cheveux, ne plus se raser, étaler leurs excréments sur les murs. Chouette l'odeur. Puis il y a eu une première grève de la faim, puis la deuxième, celle dont Bobby Sands sera l'instigateur. Et donc Bobby Sands est aussi une figure historique irlandaise, emblématique même, et emblématique du conflit irlando-anglais de cette époque, des années 80. C'est même devenu un martyr, quelque part. Ok. Et un symbole de la défense de la dignité des prisonniers politiques, notamment donc à travers cette grève de l'hygiène et cette grève de la faim. Ok. Donc voilà, c'est tout simplement l'histoire de cet homme, de cette révolution dans une prison. On est vraiment sur un contexte très ciblé de la prison, de ces grèves-là. C'est un huis clos ou c'est... Oui. J'allais Ok. dire. Complètement en huis clos. Et donc, quand tu fais des recherches, tu te rends compte que tout s'est réellement passé. Il y a le petit encart au début du film, comme quoi ça s'est réellement passé. Il y a des personnages historiques, donc Bobby Sands, et la voix seulement de Margaret Thatcher. D'accord. Et, C'est déjà suffisant. et C'est déjà suffisant sa voix. voilà, Donc, plus qu'il nous la exactement. montre en plus. Et à la fin, il y a aussi un petit encart qui raconte un petit peu les conséquences de la mort de Bobby Sands et de cette grève-là. Et donc qui a fait quand même 9 morts en plus parmi les prisonniers. Ok. Et qui n'a absolument rien changé. Voilà. Ah, ok. Mais oui, parce que d'ailleurs, en gros, Thatcher, quand il était, tout le monde disait mais regardez, quand même, il est mort et tout. Elle était un peu en mode Balek, c'est un criminel, quoi. Voilà, exactement. Elle a littéralement dit Balek. Hein. Ouais. Genre dans le texte. Ouais. Mais c'est ça, elle a dit ça sera un criminel de moins sur la Terre. D'accord. Et en fait, ça a provoqué quand même l'indignation du peuple irlandais. Mhm. Et ça amène à des conflits de plus en plus violents au final, et qui se sont terminés à la fin des années 80. Ça a amené au fameux Bloody Sunday et tout. Et encore aujourd'hui, c'est un conflit. C'est pour ça que je parlais de conflit très actuel. C'est que encore aujourd'hui, l'IRA existe toujours. Ok. C'est une question que je me Et posais en qu'il y a plus. toujours des tensions entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Ok. Ouais. Les Bloody Sunday, c'est un rapport avec la musique de U2. Bah oui, Exactement. exactement. Oh là là, je viens d'apprendre des trucs. Musique de YouTube Mais et tu savais sur pas le Et Bloody sur le Sunday. conflit. Non, parce que je l'écoute, ça fait longtemps que j'ai pas écouté Ok. et j'écoutais pas le sens des paroles. Ok. On en apprend des choses dans ce podcast, hein. C'est magnifique. Du coup, leur révolution, elle était pour leur situation dans la prison. Prisonniers politiques, effectivement, et aussi pour montrer au peuple comment ils sont comment ils sont traités dans la prison. Regardez comment on traite des prisonniers irlandais Mhm. dans une prison soi-disant irlandaise, mais qui est finalement tenue par des gardes sans doute pro-britanniques. D'accord. Et tu vois, il y a un peu cette ambiguïté, et finalement, ça amène à rien. C'est encore plus tragique Ouais, carrément. qu'espéré.
Donc voilà. Ok, je pense honnêtement pas avoir de questions. Est-ce que Pauline, t'as des trucs à rajouter sur peut-être les recherches que t'as fait Peut-être oui, vu qu'on a vu le même Non, film. bah en vrai, c'était assez complet ce que Louis il a dit. Moi, Ok. j'avais plus ou moins noté les mêmes choses. J'ai C'est un peu comme, simplifié. ouais, mais voilà, parce comme que il a dit, c'est un conflit qui est très compliqué. Même en faisant des recherches, parce que aussi, enfin, l'IRA c'est le plus connu des Oui, il y en a des groupes d'autres. pour Irlandais. l'indépendance de l'Irlande du Nord, mais il y en a énormément d'autres. Et pour s'y retrouver, c'est parfois compliqué parce qu'ils n'ont pas forcément tous exactement les mêmes revendications, etc. Donc en vrai, c'est un bon film pour saisir ce moment-là. Après, ça va pas vous expliquer le conflit, quoi. Non, c'est à vous de le pousser un peu plus loin. Mais voilà, c'est ça. Il y a peut-être un autre film qui pourrait vous expliquer plus les origines de ce conflit. C'est un film sur Michael Collins, donc qui est il me semble le créateur de l'IRA, Ok. qui est interprété par Liam Neeson, et le film, je crois que ça s'appelle tout simplement Michael Collins. D'accord. Voilà. Et rapidement, le film aussi, par contre, ne raconte pas quelque chose, c'est que Bobby Sands a été député pendant sa grève de faim. Donc il y a aussi l'aspect politique. Mais voilà, le film se concentre véritablement sur la vie en prison, beaucoup moins sur la politique. Mais voilà, Ok. Bobby Sands a aussi été un homme politique, un député, pour ses revendications et tout. Du coup, avant d'être en prison ou pendant... Non, pendant sa Et- grève de la faim même. Ok, d'accord. Je sais pas comment c'est possible. Oui, ça semble C'est, très étrange. j'ai essayé de faire des recherches un peu dessus, mais c'était un peu compliqué. Mhm. Le système électoral britannique et irlandais est est plus complexe que le nôtre. Et du coup, voilà, j'ai eu un peu la flemme de pousser un peu plus loin. Mais voilà, il a été député. Il a été élu, en tout cas, dans une circonscription, dans un petit village, je crois, de son petit village natal, Ouais. comme député. Ok, mais écoutez, je pense pas avoir de questions. Non, moi non plus. Et ben, allez, Pauline, enchaîne. Ok, ben, je vais être un peu plus courte que les deux autres, je pense, parce qu'en fait, il y a assez peu d'informations sur Bruno Redal. En fait, c'est vraiment, donc il a existé, Bruno Redal, c'était un séminariste de 17 ans qui a vraiment tué un garçon de 14 ans, il me semble. C'était son vrai nom ou ça a été changé Non, Tu quand sais. on fait des recherches, Ok. on tombe sur vraiment Bruno Redal. Et en fait, Vincent Leport, il est un peu tombé sur cette histoire. Mais quand on fait des recherches, il y a très peu d'écrits dessus. Ça se résume à c'était un garçon de 17 ans, il a tué un gosse et après il est allé se rendre, tu vois. Mais en même temps, c'est quelque chose qui a fasciné beaucoup de monde dans l'histoire de la psychanalyse, notamment. Et du coup, Vincent Leport, il a voulu essayer de s'intéresser à ce personnage et peut-être d'apporter son interprétation. Mais c'est basé sur des faits réels, mais rien ne nous dit que ça s'est passé comme ça, quoi. Et en fait, même si vous cherchez Bruno Redal, je crois qu'on peut trouver peut-être un portrait de lui, quelques descriptions par-ci par-là. Mais les informations, elles sont assez pauvres sur l'histoire. On sait que ça s'est vraiment passé dans le Cantal. On a la date, début du XXe siècle. Mais on n'a pas, par exemple, accès à ces écrits Y a pas qui de sont rapport montrés dans le police ou film. de trucs plus que ça, quoi. Non, pas vraiment. Ok. J'avais une question, mais elle est en train de m'échapper. Ah. Est-ce que... Pardon, du coup, je suis un peu hors sujet, mais c'est le premier film du réalisateur ou pas? C'est son premier long métrage, ouais. D'accord. Et est-ce que tu sais si lui vient du Cantal ou quoi? Ou d'où est-ce qu'il... Peut-être que tu sais pas, hein, sûrement, Non, mais- je sais pas. En vrai. Ouais, parce que c'est pas du coup une histoire très connue, donc... Non, je suis pas sûre. c'est Mais vrai. en fait, du coup, je pense qu'il est vraiment un peu. Il s'est intéressé à cette histoire et je sais qu'il a quand même fait des recherches un maximum pour essayer de relater la vie de ce mec. Mais en même temps, j'ai assez peu de choses à apporter sur le contexte historique parce que je pense que c'est aussi pas le but du film qui se sert de cette histoire pour essayer de raconter autre chose
de raconter des pulsions, des tourments qui, en fait, au final, pourraient s'appliquer à d'autres gens que Bruno Redal, qui auraient pu être celle d'un personnage de fiction. C'est cette histoire-là qui lui a parlé parce qu'elle raconte aussi des choses de la vie au début du XXe siècle, d'un fils d'une famille pauvre, prolétaire, fermier, tu vois, qui lui est un peu différent, qui est éduqué, etc. Et de son rapport à Dieu. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui lui ont parlé dans les éléments qu'on a de l'histoire, mais qui restent assez minces. Donc c'est pour ça que pour ce tour-là, j'avoue que Son film, en fait, il aurait pu être juste une histoire originale. Donc pas forcément tiré d'une histoire vraie. Ouais, enfin ça aurait pu. Après, Disons qu'il se sert d'une base d'histoire Voilà, vraie. c'est ça. Il se sert d'une base de départ d'histoire vraie. Mais il aurait pu écrire aussi. Et le crime est arrivé, quoi. Et aussi, je pense que ce qui l'intéressait, c'était ce que je disais dans la première partie, c'est cette manière que Bruno Redal a eu d'aller se livrer en fait lui-même pour son crime et d'accepter son jugement sans broncher, quoi. Ok. Et on a le déroulement du coup de comment dire. Enfin, je sais pas jusqu'à où ça s'arrête, mais genre quand même le déroulement de tout, ça a été acté ou ça reste de l'imaginaire du coup du réalisateur. Non, le crime en lui-même, il a été. Je parle pas du crime, je parle comment dire, tous les interrogatoires, par exemple, peut-être s'il a été incarcéré, s'il a été exécuté. Oui, non, il a vraiment, comme j'ai dit, c'est un personnage qui a un peu fasciné l'équivalent des psychanalystes de l'époque. Et du coup, pour le coup, il a vraiment été sujet d'études en fait. Oui, donc il y a des rapports de ces études. Donc, en fait, qui sont difficiles à trouver. Oui, bien sûr, mais ça doit exister. Mais peut-être que Vincent Leport a eu accès à des ressources que nous on peut pas trouver sur Internet, parce que je sais qu'il s'est quand même documenté sur l'histoire. Et tu disais que dans le film, il écrit Bruno Redal. Ouais. Et est-ce que tu sais peut-être si on a retrouvé des écrits de lui ou... Moi, j'ai pas trouvé en cherchant. Après, si c'est des dossiers médicaux, oui, c'est quand même très compliqué. Ouais. Et puis, je sais pas quelle était la conservation des données médicales au début du XXe siècle, tu vois. Oui, sur du papier, ça peut être perdu, c'est comme brûlé. Les rapports de police aussi, je pense. Surtout si tout se passait au fin fond du Cantal. Ouais. Peut-être connaître un petit peu le fin fond du Cantal. Après, il doit sûrement y avoir des éléments, parce que c'est quand même une histoire qui a traversé les âges et qui est connue aujourd'hui, quoi. Ouais, mais peut-être dans les archives où on n'a pas accès, nous, forcément. Ouais. Ok. Je pense pas avoir spécialement plus de questions non plus. Non, non plus. Bon. On passe au troisième round. Ouais, par contre, je pense pas avoir de points à décerner en vrai dans ce truc, parce que c'est l'histoire, donc voilà Ouais. quoi. T'inquiète pas, on sait honnêtement. tous que c'est à moi que tu le dis, ça. Oui. Allez, troisième round. Je recommence encore ou Battez-vous, qui veut prendre la parole? Non. Allez, bon, Mais pas let's plus go. que ça, mais. Alors, du bataille. coup, pourquoi il va gagner? Bon. Alors, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai découvert ce film en 2018 et un des souvenirs vraiment que j'ai de ce film, c'est d'avoir vraiment chialé pendant une très grande partie du film, peut-être à 5 reprises. Donc voilà, c'est un film qui m'a pas mal touché, ému. Donc je dirais déjà pourquoi il va gagner, parce que c'est un film qui est très touchant, je trouve Ok. en tout cas, qui est très émouvant. En fait, il y a... Alors après, bon, chacun... Ça sent les violons, tout ça. Hein. Hein? Ça sent les gros violons, tout ça. Bah, pas tant que ça, moi, je trouve. Tu vois, je trouve pas que ça soit full violon. Hein. Ok. Je trouve qu'en fait, à un moment, il y a une scène qui arrive et que je trouve qui est très juste. Parce que justement, je trouve que ça en fait pas des tonnes, etc. Et même en le renvoyant, dans mes souvenirs, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus, tu sais. Lourd. Ouais, et j'ai pas trouvé. Et en fait, cette scène m'avait déjà mis un petit coup dans les rotules. Et donc, en fait, pendant toute la fin du film, dès qu'il y avait un truc un petit peu émouvant, je repartais, quoi. Donc, bon, voilà. Donc, c'est un film touchant, ce qui est quand même sympa de ressentir des émotions devant un film, quoi. Donc, Est-ce que Frigo en est capable? Non. Oh, t'as jamais pleuré devant un film? Non, si, quand même. Enfin, je suis pas. Quel film? Je sais, on dirait comme ça, mais je suis pas un monstre. Le Roi Lion. En vrai, La ligne verte m'avait touché. Ouais. Mais après, c'est genre une larme. On n'abuse rien, tu vois. C'est déjà pas mal, hein. Mais non, La ligne verte, en vrai, m'avait quand même vachement pris. T'as pleuré devant le Roi Lion quand Oui. Voilà. Bon. Après, j'étais petit. Même. Non, après, je sais qu'il y a d'autres films, en vrai, qui m'ont vraiment touché, mais honnêtement, j'ai plus les noms. J'ai plus les noms en tête, malheureusement. Ouais, non, Mais je sais que La ligne verte, pour le coup, m'a vraiment marqué. Je crois que ça revient souvent. La liste de Schindler à la fin. Ah ouais? Vraiment, Ok. je trouve
la fin. Le fait de voir, ouais, justement, à la fin, le fait de voir tout le monde qui vient sur la tombe, machin, avec la musique et tout, vraiment, ça m'a touché en plein cœur pour le coup. Ok, bon bah du coup t'es capable de pleurer, donc on sait jamais, on verra. Faut croire. Donc voilà, donc ça c'est un premier point. Après, comme je vous dis, c'est un film qui est peu connu, mais qui s'adresse, je trouve, très bien au grand public, qui est très accessible et tout. Donc bah, ça marche, ça me met quand même des points, parce que voilà, on se rappelle de Via, qui, même si évidemment il a gagné, n'était pas le film le plus accessible du monde. Là, c'est Non. le cas. Je disais tout à l'heure, mais les acteurs jouent très bien. Donc il y a un autre point. Et puis, bah, c'est des acteurs qu'on n'a jamais vus. Et donc je trouve que quand on est dans des histoires comme ça, souvent quand on a un acteur qu'on connaît, c'est compliqué des fois de dissocier un peu le fait de connaître l'acteur et le fait qu'il joue un rôle. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, ça Mais dépend. voilà, souvent tu vois l'acteur, mais là du coup vu que tu connais personne, bah tu vois vraiment les personnages du film, quoi. Et je trouve qu'ils jouent tous très bien. Puis c'est cool de voir un film allemand aussi. Bah, c'est rare. C'est en rare. vrai, Après, une populaire opinion, je trouve que l'allemand est une très jolie langue et je préfère regarder un film où il parle allemand qu'italien. Aïe, aïe, aïe. Non, mais je sais que c'est une opinion qui est très. Ouh. Certains diront que je suis edgy, mais Catastrophique. Ça pique. moi je trouve que l'allemand ça sonne super bien et j'avoue que j'aime beaucoup regarder des films J'ai en plein allemand. de blagues dans la tête là. Ouais, je les ai pas. Langue Mais, agressive, tu dois aimer. mais non, mais c'est pas. Bah là pour le coup, ça fait pas agressif, tu vois. Et je sais pas, je trouve que ça sonne bien. Après, peut-être parce que j'ai fait de l'allemand pendant 7 ans et du coup j'ai été habitué Ouais. Ouais, il y a à moyen, je l'entendre en pense. fond. Mais voilà, après, l'italien est une très jolie langue évidemment, mais j'aime bien l'allemand. Donc voilà, donc un petit film allemand, un film peu connu, donc tu pourras te la péter face même à des cinéphiles qui ne l'ont pas vu. Mec, franchement, j'ai vu Via. Et j'ai vu Messieurs Oui. Ludovic. Qui peut se vanter d'avoir vu Messieurs Ludovic? Bah moi du coup. Bah ouais, mais on est que 2 à cette table. Bah, c'est magnifique. Et moi, je on trouve est ça peut-être incroyable. 2 dans ce pays, C'est Peut-être. vrai. finalement. D'ailleurs, allez le voir. Ouais, d'ailleurs, j'ai vu que, alors, pour ceux, voilà, ça c'est pour ceux qui nous écoutent depuis le début, mais du Petite coup, parenthèse. on a été les premiers à le log sur Letterboxd, personne ne Ouais. l'avait vu avant nous, mais depuis, il y a eu des visionnages. Oh. Peut-être notre influence à l'international. Et bah écoute, ce serait marrant. Ce serait marrant, mais je Je pense serais pas, très parce que du heureux. coup, ça va être une personne complètement, mais d'ailleurs, une personne étrangère qui regarde Monsieur Ludovic. Ça n'a aucun sens, ce film. Je m'en remettrai Écoute, jamais, pourquoi mais pas, tu vois. pourquoi pas. Donc voilà, après, comme je disais aussi, ça relate de manière assez objective les faits dont il s'inspire. Donc je trouve que ça, c'est quand même cool d'avoir un film où on peut se dire, bon, qu'est-ce qui est montré? Voilà, on n'a pas besoin après d'essayer de tout démêler. Ouais, il Euh, prend pas parti ton film. Bah, moi, je trouve qu'il prend pas spécialement parti. Il se met vraiment dans le truc de cette classe à montrer comment ils coopèrent. Le mot que donc j'ai oublié tout à l'heure, le foot. La cohésion. Non, c'était pas celui-là. Le collectif. Voilà, Collectif. cet aspect très soudé, collectif, etc. Et donc moi, je trouve qu'il prend pas spécialement parti. Ouais, voilà. Donc ça fait Ok. déjà quelques points. Quoi dire d'autre? Bah écoutez, rien. Si, pourquoi il va gagner? Bah après, t'as pas vu le Cercle des Poètes Disparus, mais Non. la vibe Cercle des Poètes Disparus peut plaire. Ok. Voilà. Je crois avoir tout dit. Ça parle aussi un peu de l'aspect à la vérité, le fait de dire les choses, de se battre pour aussi des trucs. Est-ce que tu prends position? Est-ce que tu prends pas position, etc. Donc c'est voilà, c'est quand même intéressant. Je trouve que c'est un film, voilà, qui mérite d'être plus connu. Et donc c'est pour ça que je te le partage aujourd'hui. C'est aimable à toi. Eh ben, Que tu avec peux- plaisir. Tu peux juste me rappeler le nom de ton film, s'il te plaît? C'est La Révolution silencieuse. Merci. Mais je crois que c'est pas la traduction littérale parce qu'en allemand c'est. Alors attendez, Das excusez-moi. Ouh là là. Das Schweigende Klassenzimmer, et Klassenzimmer c'est la salle de classe, donc j'imagine que c'est difficile avec le mot salle de classe de Mm. faire Révolution silencieuse. Dis donc, tes 7 ans d'allemand sont très utiles. Ah non, pas du tout, absolument pas. C'est comme moi, il a tout oublié. Non, ouais. Mais Zimmer, je me rappelle que ça veut dire la salle, quoi. Ok. Donc Si tu devrais synthétiser un petit peu, tu dirais que c'est quoi? Genre, c'est que c'est un beau film, que. ah bon, c'était déjà très synthétisé. non, là. mais je veux C'est dire un film vraiment genre émouvant en 3 mots. avec tu des vois. très jolis acteurs. Qui parle de manière très, très bien de son sujet, je trouve. Ok. Et voilà. Ok. Mais surtout émouvant et touchant et un beau film, quoi. Ok, très bien. Et bah, qui veut prendre la suite? Vas-y, moi, je suis Allez. chaud. Hein. Alors, pourquoi mon film doit gagner? Eh ben, parce que l'histoire est intéressante, frigo. Ouais. Voilà. Et bah, super. Non, Parce c'est une que- histoire qui te fait réfléchir sur pas mal de choses. Et contrairement à DK, moi, je trouve que justement la prise de position du réalisateur sur son sujet Mhm. est un gros point positif, en tout cas pour Hunger, Ok. pour mon film. Donc voilà. Cinématographiquement, le film il est incroyable. Vraiment, il est assez
assez spectaculaire, vraiment. Je veux dire en termes de réalisation, en termes d'image. de réalisation, il est froid, je sais pas comment il arrive à t'immerger dans cette prison. C'est très froid, c'est vraiment brut en fait. Ok. Et c'est assez génial. Et Steve McQueen est un très bon réalisateur, je trouve. Je trouve qu'il a fait 12 Years a Slave, qui est un bon film. Il a fait Shame, qui est un excellent film. Avec Michael Fassbender avec aussi, Michael Fassbender qui est aussi. exceptionnel dedans. C'est un réalisateur plutôt engagé quand même de base. Et qui est Oui. un réalisateur qui est très engagé. Et d'ailleurs, tu parlais de 12 Years a Slave, qui est aussi basé Oui. sur une histoire vraie. Mais récemment, il avait sorti une série de films en fait, qui s'appelle Small Axe, où il y avait 5 films qui parlaient en fait de un peu la culture noire en Angleterre à travers plusieurs histoires, dont des histoires vraies, de procès, etc., de choses très politiques. Et c'est vraiment c'est hyper impressionnant ce qu'il a fait, quoi. Le gars, il a sorti 5 longs métrages à la fois, comme ça, d'un coup, qui se regroupent autour d'une thématique. Et ils sont un peu inégaux, on va dire, mais il y a vraiment des très très belles choses dedans. Donc voilà, le réalisateur, c'est pas Joel Rigolo, quoi. Ok. Donc au niveau cinématographique, il y a aussi ce plan fixe de 17 minutes sur un dialogue. C'est vrai que c'est rare. Ouais. C'est rare, et les acteurs du coup livrent une performance assez folle. Mhm. Et c'est un plan fixe. Enfin, moi, il m'a pris aux tripes. Genre vraiment, j'étais hypnotisé, quoi. Donc vraiment très très fort. Donc les acteurs sont exceptionnels. Vraiment, Michael Fassbender, il est génial. Et j'aime beaucoup le fait, en fait, il apparaît pas beaucoup. Et comme le film est sans dialogue, quasiment, il parle pas beaucoup non plus. Ok. Et aujourd'hui, voir ce film-là avec, du coup, toute la filmographie qu'a Michael Fassbender aujourd'hui, c'est super intéressant, Ok. je trouve. Donc, j'ai déjà parlé du film qui est très très froid, qui nous immerge vraiment dans cette prison, sans musique, sans dialogue. Moi, j'apprécie beaucoup. Donc, du coup, tout passe par le son, les cris aussi parfois des prisonniers. Il y a une scène où des flics, style CRS, tapent sur leur bouclier. Il n'y a que ça comme bruit. Ok, Vraiment. d'accord. Et ça te prend aux tripes. Je sais pas, il y a quelque chose qui te dérange même un petit peu. Ok. Et c'est vraiment, moi, je trouve ça super. Un film qui arrive à te faire passer ce genre d'émotion, ce genre de trip, quoi. Vraiment, il te prend au col. Et ça, j'aime beaucoup. Et ensuite, il y a quelque chose de très intéressant. Dans la première partie, il y a une sorte tout le monde est anonyme, en fait. La révolution est anonyme. Du coup, il y a aussi une prise de position sur la révolution, sur la révolte. Et toi, tu es dans la révolte, parce que tu es aussi anonyme. Ok. Jusqu'à l'immersion de Bobby Sands, littéralement. Il sort quasiment de cette foule d'anonymes. Et c'est super intéressant. Vraiment, le film, il est pas loin d'être parfait, j'ai envie de dire. Ok, carrément. Ouais. Ok. Le seul truc un peu négatif que je pourrais lui trouver, c'est qu'il ne pourrait ne pas plaire à tout le monde. Par sa brutalité, notamment. Est-ce que c'est négatif? C'est pas négatif pour moi, mais disons que ça l'empêche d'être parfait. Après, ce que les gens lui reprochent souvent, c'est un film qui est quand même assez lent, Oui. assez contemplatif, et si t'arrives pas à rentrer dedans, tu... Exactement. Tu tu passes à faire côté. chier. Tu passes à côté. Ok. Mais moi, je le trouve extrêmement riche sur 1h30. Genre, il n'a pas besoin de plus, il n'a pas besoin de moins. Extrêmement riche tant dans l'histoire et le sujet qu'il traite, mais aussi cinématographiquement. Ok. Voilà. Je peux dire que j'ai très envie de le voir. Ah ouais, franchement. Bah, les trucs très contemplatifs déjà. Ouais, toi, on sait que t'as un petit coup de cœur pour ça. Je crois qu'on doit dire à tous les épisodes que j'ai beaucoup aimé Ghost Story, qui est Oui. un de mes films préférés. Oui. Mais du coup, voilà. Ok. C'est bien meilleur que Ghost Story. Et du coup, tu le résumerais comment? Enfin là, genre en 3 mots, tu résumerais comment? Bien, très bien, excellent. Ok, d'accord. Non, je l'ai un peu fait un petit peu avant. Donc. Ok, très bien. Ok, bon, bah, c'est mon tour, je crois. Bah ouais, je pense. Je Est-ce crois que aussi. toi? Du coup, pourquoi Bruno Redal devrait gagner? Déjà, je trouve que c'est vraiment un film qui est audacieux et innovant, dans le sens où vraiment, j'ai pas le souvenir d'avoir vu des films comme ça, en fait, avant.
Je trouve vraiment qu'il propose une approche originale et qu'on voit pas forcément beaucoup, y compris dans le cinéma français. Et voilà, il fait partie de ces films du cinéma français qui valent vraiment le coup d'être défendus parce que ça montre qu'on sait faire des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Ensuite, c'est un film qui met mal à l'aise. Ça peut gêner certains. Moi, j'aime bien quand les films ils me poussent un peu dans mes retranchements. Voilà, ça fait des cas, toi, ça fait ressentir plutôt de l'émotion, genre de la tristesse et tout. Là, ça te fait ressentir un certain malaise, mais qui, je trouve, t'investit énormément dans le film. Au final, un peu comme le mien, quoi. Ouais, c'est un peu différent quand même sur la manière de te le faire ressentir et le type de malaise. Mais oui, c'est vrai, il y a quelque chose qui s'en rapproche. Et en fait, il y a un peu ce problème, je trouve, qui crée parfois même des polémiques sur ça, où la fascination pour les tueurs en série, les crimes et tout, parfois c'est un petit peu morbide, malsain, c'est de la curiosité mal placée presque. Et en fait, là, le film, moralement, on peut le trouver peut-être ambigu, je sais pas. Moi, j'ai pas été gênée par ça. Mais en tout cas, il essaye pas Enfin, tu sens qu'il nous montre pas les crimes pour le plaisir de nous montrer les crimes. Il essaye vraiment de s'intéresser à socialement qu'est-ce qui peut amener une personne à faire ce genre de choses. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un gros sous-propos sur l'homosexualité qui serait en fait refoulé par Bruno. En fait, depuis qu'il est petit, il a des pulsions de meurtre. Je l'ai pas dit, c'est vrai tout à l'heure, mais Très touchy, où tu vas là. quand il raconte son histoire, en fait, il explique que depuis qu'il est petit, il a des pulsions de meurtre et qui sont uniquement envers des garçons. Et souvent, c'est des garçons qui sont beaux, qui représentent un certain idéal masculin, qui sont intelligents. Et en fait, du coup, je pense que ça reflète voilà, quelque chose c'est une façon pour lui de rejeter son homosexualité. Voilà, c'est ça. Et du coup, il a aussi tout ce rapport à la masturbation. Et en fait, j'avais pas envie d'en dire trop parce que comme c'est un film récent, je pense que ça vaut le coup de le découvrir. Mais il y a toute une histoire où en fait, il a envie d'exorciser ses pulsions de meurtre. Et il se dit, en fait, je vais faire un meurtre. Et après, comme ça, ce sera bon, ce sera fait. Mais son meurtre, il est ciblé, il n'a pas envie de tuer n'importe qui. Et il y a un garçon avec qui il a une relation un peu particulière. Et tout le long, il se dit, tout le long, en tout cas dans la période qui s'approche de son acte, il se dit, c'est lui que je vais devoir tuer. Et je trouve que cette manière de rentrer un peu dans la psychologie de ce personnage et de montrer ce rapport aux autres, à sa famille qui est très difficile, voilà, il n'a pas vraiment sa place dans sa famille, c'est hyper intéressant, sans pour autant excuser son acte en fait qui est montré. Je pense que le fait de le montrer de manière graphique, c'est aussi pour nous rappeler, parce que du coup c'est à la fin, en fait. Enfin, c'est au début on voit le cadavre et à la fin on voit l'acte qui a mené à ce début. Et en fait, je trouve que c'est aussi une manière de nous rappeler, ok, on a essayé d'expliquer ce qu'il a amené là, mais ça reste un acte d'une barbarie extrême, quoi. C'est hyper violent ce qu'il a fait et ça nous choque. Et du coup, c'est histoire d'un peu, ramener justement dans le droit chemin, de se dire, en fait, voilà, est-ce qu'on devrait vraiment essayer d'expliquer ça? Et c'est une question qui se pose beaucoup en psychiatrie, notamment. Et je trouve que vraiment la manière d'aborder de Vincent Leport est vraiment très très intéressante. Après, c'est aussi très bien filmé et du coup, on est dans des campagnes françaises, on est beaucoup en extérieur, il marche beaucoup dans la nature, etc. Et il y a vraiment des très jolies scènes dans des coins qui sont peut-être pas assez filmés en France. Donc j'ai trouvé ça vraiment agréable. Et c'est très bien joué. Les trois jeunes garçons qui jouent Bruno à des moments différents de sa vie, ils sont tous très bons. Et en particulier le dernier qui s'appelle Dimitri Doré, qui est vraiment super fort. Et le réalisateur, il tenait vraiment à avoir des jeunes acteurs amateurs qui n'avaient jamais tourné encore. Parce que lui, c'est son premier long métrage. Il voulait aussi avoir des gens qui n'avaient jamais fait de film avant. Dimitri Doré, il faisait du théâtre quand même, il avait un certain background, on va dire. Mais
Mais c'était une première expérience pour lui et en fait il s'en tire vraiment très très bien. Il arrive à avoir ce truc un peu à la fois fragile, à la fois où tu sens qu'il y a une bête à l'intérieur de lui. Et voilà, et il y a aussi tout un rapport à la religion qui est super intéressant. Enfin, moi personnellement, je suis pas croyante, mais je suis très intéressée par les pratiques religieuses et la croyance. Et là, je trouve que ça explore ces choses-là de manière assez pas trop succincte, quoi, en fait. Genre, vraiment, il a 2-3 thématiques qu'on ressent bien tout le long du film et où on voit où il veut en venir. Et voilà, c'est vraiment un film que j'ai trouvé assez passionnant. Ok. J'ai une petite question. Ouais. Dans la mode, justement, d'adapter toutes les villes à des serial killers, que ce soit en film ou en série, est-ce que Bruno Redal est un peu plus audacieux et ambitieux que ce qu'on peut voir en ce moment, par exemple? Oui, je trouve que c'est plus audacieux parce qu'en fait, c'est justement essayer d'aller contre cette curiosité morbide du spectateur tout en relatant une histoire qui forcément appelle à cette curiosité. Et de vouloir se placer plutôt comme... en fait, c'est un film très théorique, on va dire. Oui, il y a des actes qui sont montrés, mais c'est plutôt justement pour rappeler les faits qui se sont produits. Et après, tu vois, c'est genre limite on aurait pu voir ça. Enfin, les films qui essayent d'expliquer un acte, tu vois, il y a des trucs en mode ouais, ok, c'est genre le Joker, tu vois, en mode c'est la société qui l'a rendu comme ça. Et là, en même temps, non, parce que tu vois, c'est depuis qu'il est petit, il a ses pulsions. Il y a aussi quelque chose qui est inexplicable et que Vincent Leport n'essaye pas d'expliquer. Et on voit qu'il cherche, parce que c'est quelque chose qui fascine tout le monde. Tout le monde a envie de comprendre comment un être humain peut en venir à faire ça, tu vois. Et au final, le film essaye pas de t'apporter une réponse, une vraie réponse. Et c'est ça que je trouve intéressant. Ok, je pense pas avoir de truc à dire. Je crois que nous avons tout dit. Non, je voulais juste, oui, très rapidement, tu parlais de l'acteur. Il semblerait qu'en 2022, on le retrouve dans un film avec Isabelle Huppert. Ok, Donc, stylé. À propos de Johan, je sais pas si ça te... J'ai entendu parler, ouais. Voilà, non, c'était juste ça. Parce que du coup, j'avais vu qu'il était dans un autre film, mais j'avais pas vu que c'était après. Donc je me suis dit, une erreur de Pauline, mais non. Et non. Le film bien après, donc tu as raison. Et du coup, juste si tu le synthétiserais plus rapidement, c'est genre... c'est une proposition un peu plus différente des autres, en gros. Ouais, je dirais audacieux et fascinant. Ouais. Ok. Avec ce que Pauline m'a dit, moi, ça me fait beaucoup penser à certaines productions Netflix, quand même. Mais bon. Parce que c'est vraiment une critique, tu parles de quoi? Tu penses à quoi? Au film avec Zac Efron où il joue Ted Bundy. C'est un très bon film. C'est un très bon film. Mais Ouais. Ok. Ton film est pas si original que ça, c'est tout. Non, c'est d'une manière différente, quand même. Ok. Écoute, je pense que le film de Louis, quand même, il m'a vachement captivé. Enfin, pour le coup, l'histoire, elle me donne vraiment, vraiment envie. Après, il y a celle de Sud Pauline, et après, il y a le tien, du coup, Deka. Oui, c'est pas grave, ça empêchera pas de te prendre le point à la fin. De toute façon, j'ai le point d'avance. On verra. Ok. Bon. Écoutez, je crois qu'on a tout dit. Alors, je vais faire vite fait petit débrief. Donc, du coup, La Révolution silencieuse, disponible sur Univers Ciné. Donc, mon film. Le film de Pauline, qui est Bruno Redal, qui est disponible sur Canal+, et aussi sur Univers Ciné, mais il y a plus de chances que vous ayez Canal+, quand même, et puis c'est ça que vous n'avez pas acheté le film, quoi. Et Hunger, donc, qui est disponible sur Canal+, mais aussi sur Mubi, il semblerait. Donc, voilà. Ok. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour et à aller la regarder. Donc c'est la fin de l'épisode. Épisode un peu plus long, après 2 épisodes qui ont duré pile 1h03. On se retrouve avec un épisode qui va durer un peu plus longtemps. Donc on n'a pas réussi à faire exactement 1h03 cette fois. C'est pas très grave. Non. C'est difficile d'être non exhaustif sur non, mais bien sûr, mais quand il faut contextualiser. Qu'on fasse 1h03 les 2 fois. C'est vrai. Pile quoi. Fort. Enfin, même quand je faisais les timers des parties, il y a des parties qu'on finissait quasiment à 10 secondes quoi. Ok, pourquoi pas. Mais donc voilà. Et donc, moi, ce que j'ai à vous dire là, c'est n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Donc, du coup, Studio 7 Pod sur Twitter et sur Instagram, parce qu'on va du coup faire le sondage dans quelques jours pour savoir quel est le film qui vous tente le plus, ou si vous avez vu les 3, quel est celui que vous aimez le plus. Quelques jours après, on aura donc la demande on va vous solliciter pour proposer des films en lien avec des histoires vraies, donc pour faire une liste Letterboxd. Donc pour l'instant, vous avez donc les 2 premières listes qui sont disponibles sur notre Letterboxd Studio 7, donc sur le sport et sur Halloween, donc qui sont
pas les listes les plus fournies, mais il y a quand même à boire et à manger, j'ai envie de dire. Ouais, et puis il y a des choses plus ou moins connues, plus Très ou moins. diverses. Ouais, voilà, très diverses. Ouais, donc, Ça donne quand même des idées. voilà, donc n'hésitez pas à participer. Voilà, encore une fois, si vous nous écoutez sur Spotify ou sur Apple Podcast, n'hésitez pas à mettre une petite note ou un petit commentaire, c'est toujours cool. Donc, ce que je peux rajouter, c'est un petit moment, hein, il y a tout à dire, mais c'est important quand même. Le podcast est lié donc à l'association Super Seven. Donc, Pauline, vas-y en 2 mots, très rapide, les réseaux et tout ça. Ok, Super 7 FR sur Twitter, super7.fr sur Instagram. C'est les 2 réseaux qu'on utilise principalement. On a plein d'actualités en ce moment. On suit pas mal la sortie du film Coma de Bertrand Bonello. Il y a déjà des séances qui sont passées là. Il y en aura d'autres à venir. Et puis on a tourné un documentaire qui s'appelle Éloge de la folie dans un service de psychiatrie qui va fermer là à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu à Lyon et qui est actuellement en post-production et on va essayer de faire de belles choses avec, je pense. Voilà. Et si vous voulez nous soutenir, vous pouvez adhérer du coup à l'association, donc 10 €. Et pour 1 € de plus, vous avez des magnifiques chaussettes Twin Peaks. Mais faites attention parce qu'il ne reste plus beaucoup. Voilà, c'est donc ce que j'allais c'est dire. maintenant ou jamais. Hein. Donc voilà, je crois qu'on a tout dit. Peut-être juste un petit tour pour redonner nos réseaux et puis après on pourra laisser tout le monde vaquer à ses occupations. Ouais. Bah écoute, moi c'est @frigobit sur Twitter avec un S à bit et du coup sur Instagram tout en minuscule AL_SIM SIIM. C'est que je crois que majuscule ou minuscule, ça change rien. Je crois pas qu'on puisse reprendre le même pseudo de quelqu'un en mettant des Non, majuscules. effectivement. Non mais on sait jamais. Voilà. Il n'y a pas de majuscule jamais. Non mais voilà, j'avais envie de te le dire. Pauline ? Sur Twitter, Polynôme avec un -8 à la fin. Sur Instagram, Pauline-8 Janon JA2NON. Et mon letterboxd, il est trouvable très facilement si vous me suivez ailleurs. À ton tour, Louis. Ouais, moi c'est sur Twitter et Instagram, c'est loulou-8 MacDuck. Et pareil sur Letterboxd, il me semble. Voilà, et moi c'est DK24_ sur Twitter et sur Letterboxd. Écoutez, je crois qu'on a tout dit. On peut clôturer là-dessus. Hein. Oui, Ouais, on se retrouve dans une semaine pour le résultat. Peut-être le premier point de Louis et Pauline. Ou On Pauline. verra ça. Ou alors l'envolée de DK. Ouais, non, je pense pas. Bon, j'avoue, je crois au moins. Sur 3-0 forfait ou... Non. Et dans 2 semaines pour le nouvel épisode sur un nouveau thème qui, je pense, plaira. Donc voilà, au revoir. À plus. Salut. Cut.